bonjour à tous, bienvenue, malgré les circonstances. On va démarrer pour pas que l'orateur se perde trop de son influx. Voilà. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Philippe Solal, qui est philosophe, enseignant en philosophie. Il est à la fois agrégé de philosophie et docteur en épistémologie. Il enseigne encore aujourd'hui la philosophie, bien sûr. Il est l'auteur de nombreuses publications dans des revues à comité de lecture, dans des publications scolaires et universitaires. Et surtout, c'est l'un des rares philosophes en France à prendre le problème OVNI au sérieux, n'est-ce pas? Vous savez qu'ils sont très peu à le faire, donc un grand merci à lui pour ça. Alors après, ça peut poser des problèmes parce que la philosophie, ça nous embarque dans des circonvolutions, des choses éventuellement très compliquées, mais Philippe va rester accessible à tous, bien sûr. Il pose la problématique, cependant, du phénomène OVNI en termes de niveau de conscience, en termes d'illusion du temps notamment, d'intrication psychique. Je ne sais pas si c'est un concept qu'il emploie encore. Enfin, ce sont des concepts qui font entrer l'ufologie littéralement dans une autre dimension, disons, presque au sens propre, hein, je dirais. Le fait est que le phénomène OVNI ne peut pas être pensé en dehors de son interaction avec la conscience, et c'est le point de départ de la réflexion de Philippe. Absolument. Philippe, tu as le plancher, comme on dit, en Merci. anglo-saxonie. Merci. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Voilà, d'abord, je voulais vous remercier très chaleureusement pour votre présence. Voilà, les circonstances sont un peu difficiles, mais je voulais remercier très chaleureusement aussi Nathalie, qui a organisé cet événement, Pan sur la conscience. Je sais que c'est un projet lourd à mettre en place, parce que ça suppose une organisation, et vraiment, je lui suis reconnaissant d'avoir mis sur pied cet événement. Je tenais à vous dire que je vais vous parler de l'ouvrage OVNI et Conscience. Ce que je vais développer est complexe. Je vais essayer d'être le plus clair possible, tout en sachant qu'il s'agit d'un cheminement, à la fois celui d'une équipe, et ensuite celui qui continue à être le mien. Donc je vais à la fois vous parler de cet ouvrage OVNI et Conscience, qui est sorti en mars 2015, mais aussi des développements qui ont suivi, puisqu'une réflexion commune a été ouverte, qui ne s'est pas arrêté à la parution de l'ouvrage, au contraire, qui a montré, je pense, en tout cas je vais essayer de le démontrer, la fécondité de la nouvelle approche qui est proposée, puisqu'elle a donné des suites, elle a donné des suites au niveau d'un cheminement de pensée, donc je vais là intégrer des éléments qui ne sont pas dans l'ouvrage. Alors, d'abord je voudrais encore brièvement me présenter, Jocelyn l'a fait, mais je voudrais amener quelques précisions. Donc j'ai une formation de philosophe. J'ai fait une thèse de philosophie des sciences, que j'ai soutenue en 2000. Moi, ce qui m'intéressait, c'est l'histoire des sciences, c'est toujours l'histoire des sciences d'ailleurs. Je me suis beaucoup intéressé à la rationalité comme écriture, c'est-à-dire la manière dont, à une époque donnée, la science formalise, met en forme son savoir. Et ça passe par une réflexion et l'invention d'un codage. Et on voit très bien, c'était l'objet de ma thèse, comment la réforme ou la manière de penser le rapport entre les mathématiques et la matière, par exemple la mathématique et la physique, de penser donc le codage de l'expérience, a fait avancer la science, et donc la rationalité, c'est pas simplement quelque chose qui se déploie ou qui se découvre à partir d'une expérimentation, mais aussi par rapport à une réforme ou une réflexion sur le codage de l'expérience. Voilà mon parcours. Alors, en ce qui concerne maintenant les ovnis, moi c'est un sujet qui m'intéresse, on va dire, depuis 1975 en gros. J'avais une dizaine d'années et c'est un phénomène qui m'intriguait beaucoup. Je me souviens d'un des premiers ouvrages que j'avais lu sur le sujet, c'était l'ouvrage de Jean-Claude Bourret, je crois que c'est OVNI, la science avance, le nouveau défi des ovnis. Voilà. Ensuite, je me suis intéressé à d'autres auteurs, et cet intérêt pour le phénomène OVNI ne m'a jamais quitté. En 2008, lorsque je suis arrivé à Toulouse, j'ai été nommé dans une école d'ingénieurs, l'Institut national des sciences appliquées, où j'avais une fonction qui n'était pas occupée avant moi, c'est un poste un peu nouveau, de philosophe des sciences dans une école d'ingénieurs. Et là, j'ai eu l'opportunité, la chance de pouvoir rencontrer des directeurs de recherche dans des laboratoires, soit à l'INSA, soit dans les écoles environnantes, dans un grand campus scientifique qui s'appelle le campus de Rangueil, dans des écoles aussi prestigieuses que le Supaéro, des écoles donc de physique, de mathématiques, de biologie. Moi, à l'INSA, je donnais des cours de psychologie et j'avais fait un cours sur le darwinisme, aussi l'histoire du darwinisme, que j'avais intitulé Darwin ou l'Odyssée des espèces. Alors, quand je suis arrivé à Toulouse,
j'ai vite constaté qu'on ne pouvait pas parler d'OVNI, ou alors je subissais très rapidement les reproches ou les critiques justement des scientifiques que je côtoyais. Souvent j'entendais la même phrase, une phrase qui clôturait un peu le débat. Hein. Philippe, quand tu parles des ovnis, tu fais de l'anti-science. Tu es un négationniste de la science. C'est pas un sujet acceptable, c'est inadmissible. On me le disait gentiment, hein. Mais voilà, bon, le discours était là. J'ai comme ça quelques souvenirs en tête. Je m'étais très lié assez rapidement avec des personnes de l'IRAP, Institut de recherche d'astrophysique de Toulouse, hein, avec lesquels j'ai vraiment eu des liens d'amitié avec certains d'entre eux. Je me souviens d'une conférence à laquelle j'avais été invité, c'était un séminaire. Il y avait un grand spécialiste des pulsars qui était venu nous expliquer un petit peu comment s'était faite la découverte des pulsars. Et je me souviens, j'étais dans l'assistance, hein, à un moment donné, ce spécialiste, dont le nom m'échappe, peu importe, disait que lorsque les pulsars furent découverts, au départ, les astrophysiciens pensaient que c'était peut-être un signal extraterrestre, parce qu'il y avait une régularité. Et alors quand ce conférencier a dit ça, la salle était pliée de rire. Enfin, c'était un signal extraterrestre, vous n'y pensez pas. En plus, ils avaient raison, ce n'était pas un signal extraterrestre, hein, puisque c'est un objet, astronomique, le pulsar. Mais voilà l'ambiance. Ensuite, j'ai essayé d'entrer en contact, et le hasard m'a beaucoup aidé, en tout cas les coïncidences, hein, avec des personnes qui travaillaient au GEPAN, puisque l'INSA, c'est à 2 pas du CNES et Centre National d'Études Spatiales à Toulouse, et c'est dans le CNES, hein, que se trouve ce petit service qui est le GEPAN, le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Finalement, j'ai plus que rencontré des gens du GEPAN, je me suis même lié d'amitié avec plusieurs de leurs membres, et ce qui était pour moi un espoir, hein, c'est-à-dire voir une structure qui s'occupe du phénomène OVNI avec sérieux, objectivité. En fait, sans faire de critique, c'est pas mon propos. Hein. D'abord, je me suis rendu compte que le GEPAN était très mal vu de la part de la communauté scientifique alentour. À la limite, c'était presque évident, mais je me souviens de chercheurs qui disaient « Mais qu'est-ce que c'est que fait le GEPAN au sein du CNES ?» Enfin, le CNES, c'est notre NASA à la française. Ce service est comme une tâche, une honte. Et un de mes amis astrophysiciens avait même sorti cette formule que j'ai reprise il y a longtemps. Le GEPAN, c'est comme une verrue sur le nez du CNES. Payé par nos impôts, c'est pas sérieux, il faut le faire fermer. Donc moi j'ai trouvé un service qui se sentait en déficit de légitimité, c'est le moins qu'on puisse dire, attaqué de toutes parts, en tout cas au niveau scientifique, et mais aussi attaqué par les ufologues, qui reprochaient à ce service de ne pas jouer le jeu de la transparence, etc. Donc un service attaqué de tous les côtés. Hein. Alors moi, bon, il n'est pas dans mon propos de vous dire si c'est justifié ou pas de l'attaquer, mais ce que je voulais vous dire, voilà, c'est que le sujet OVNI, c'est certainement pas le sujet qu'il fallait pouvoir aborder, et c'était le meilleur moyen de voir sa carrière universitaire, sinon réduite à néant, en tout cas être un petit peu écorné. Voilà. Alors, j'ai publié le premier article en mars 2014 sur les ovnis à la demande d'une personne que je connaissais qui tient un site internet qui s'appelle OVNI Direct. J'avais envie d'écrire sur le sujet en mettant mon nom, mes fonctions, parce que bon, voilà, rien ne m'intéresse plus que les sites où on a des auteurs anonymes, dont le webmaster est anonyme, parfois pour des destinataires anonymes, enfin, on doit pouvoir parler de ce sujet sans cet anonymat qui commence à me peser, quoi. Donc j'ai publié un article que j'avais intitulé « Le philosophe et les ovnis ». Je ne m'attendais pas à la réception aussi positive qu'a eu ce petit texte, en fait. Hein. Il a été repris par d'autres sites. Et ce que je disais en gros dans cet article, c'est que si on veut s'intéresser au phénomène OVNI de manière à la fois nouvelle et peut-être pertinente, hein, il faut réfléchir au sens qu'on donne au mot réalité. Il faut peut-être partir de là. Parce que ça fait plus de 70 ans qu'on bute sur des explications liées à ce phénomène qui est très mystérieux, étrange, insolite. Peut-être que réfléchir sur ce qu'on appelle la réalité, c'est peut-être la voie la plus féconde. Et en tant que philosophe,
la réflexion sur la nature du réel, c'est quand même c'est un élément de base, hein, c'est le minimum syndical, si je puis dire. Mais je disais ça simplement. Hein. Et l'accueil de cet article était attesté que cette approche était partagée. En tout cas, il y avait la nécessité de réformer ou de faire avancer nos cadres théoriques. Voilà. Et puis dans la foulée, j'ai été contacté par Fabrice Bonvin, que je ne connaissais pas, ufologue suisse, qui m'a dit qu'il était sur un projet de publier un ouvrage sur le thème OVNI et conscience. Et alors, je vous ai fait des petites diapos. Fabrice Bonvin, donc, qui est ici, hein, m'a dit qu'il avait déjà réuni une petite équipe de chercheurs, donc Éric Zurker, Daniel Robin, Jean-Jacques Jaillat, Romuald Le Terrier. Je ne connaissais aucune de ces personnes, je n'en avais même jamais entendu parler, et il me proposait, j'en étais très honoré, hein, de m'agréger à ce projet, mais je ne voyais pas très bien à ce moment-là, donc on était en avril ou mai 2014, hein, je ne voyais pas très bien exactement, d'abord pourquoi OVNI et conscience. Alors je me disais, moi, bon, ça doit être pour essayer de voir quel est l'impact sur la conscience, sur la perception du monde, que les ovnis, ou les observations supposées d'ovnis, font sur les témoins. Je pensais à ça. L'impact, les modifications au niveau de leur comportement, peut-être de leur spiritualité. Donc une approche finalement très psychologique ou très psychologisante, pardon. J'étais loin d'imaginer que le lien entre ovni et conscience, tel qu'on allait essayer de le déterminer et de l'investir, hein, allait nous conduire vers des voies beaucoup plus profondes, que je pourrais appeler maintenant, avec le recul, des voies métaphysiques. À l'époque, je pensais que l'ouvrage aurait des conséquences ou des répercussions psychologiques. Je ne pensais pas du tout que j'allais atteindre les rivages de la métaphysique et que j'allais rencontrer finalement des auteurs que je pratiquais, mais avec lesquels je n'avais jamais fait le lien vis-à-vis du phénomène ovni. Des gens comme Platon, comme le néo-platonicien Plotin, le philosophe Leibniz, tout l'idéalisme allemand, de Kant à Hegel, en passant par l'idéalisme aussi anglais, Locke, Berkeley, enfin, en tout cas, la majorité des grandes figures de la philosophie allaient être convoquées, ou en tout cas, allaient être mis à contribution, si je puis dire, dans la réflexion qui démarrait avec cet ouvrage. Mais à ce moment-là, j'étais à milieu de penser à ça. Hein. Encore une fois, je pensais qu'on allait avoir une approche psychologique. Alors, au moment où j'ai été contacté, c'est le moment où j'ai pris connaissance d'une vidéo de Jacques Vallée. Jacques Vallée était intervenu au TEDx de Bruxelles, nous y sommes, le 23 novembre 2011, une intervention absolument remarquable, qu'il avait intitulée « Une théorie de tout le reste », en fait. Hein, une théorie de tout le reste. Enfin, et dans cette vidéo, Jacques Vallée, et je ne l'avais jamais entendu parler comme ça, enfin, je connais un peu ses travaux, soutient quelque chose d'assez étonnant. Dans cette conférence, Jacques Vallée soutient que tout dans l'univers matériel est en fait constitué d'informations. Et il fait une prédiction, hein, au cours de cette intervention, il prédit que la physique de l'information deviendra la physique dominante du milieu du XXIe siècle. Car, dit-il dans son intervention, la physique de l'information est la petite sœur oubliée de la physique, à côté de la physique de l'énergie matière, qui est encore, qui est la physique mainstream, la physique, on va dire, officielle, hein, même si ces termes maintenant commencent à devenir un petit peu périmés. Hein. Cette conférence a fait sur moi un effet considérable. Et je sais que je ne suis pas le seul, en tout cas au niveau des membres de l'équipe de l'ouvrage, à avoir reçu cette conférence comme un coup de poing, mais un coup de poing positif, quoi. Enfin, en tout cas quelque chose qui ouvre des perspectives. J'ai su, après coup, hein, et d'ailleurs Jacques Vallée en parle, hein, que Jacques Vallée avait contacté Philippe Guillemant en 2012, après avoir écouté une conférence de celui-ci à l'IMI. L'IMI, c'est l'Institut Métapsychique International, pour lui parler du dossier OVNI et du lien qu'il entrevoyait entre ce dossier et la physique de l'information. Bon, Philippe est dans la salle, je peux le dire,
si jamais je dis des inexactitudes, je ne crois pas, hein, Philippe n'hésite pas à intervenir. Philippe s'est fait connaître par un ouvrage remarqué et remarquable, hein, La route du temps. Et pourquoi je parle de cette rencontre? Parce qu'elle va avoir un impact sur l'ouvrage. L'équipe était alors constituée de tous les intervenants précédents, ceux que je vous avais montrés. Donc il y avait 5 auteurs, 2 témoins, je n'ai pas pu les mettre ici, mais il y a 2 témoins qui ouvrent l'ouvrage, hein, Lauriane et Valérie. Donc les 5 contributeurs, moi je fus contacté donc en 6e position, si je puis dire, et Philippe nous a rejoint, ça a été le dernier à nous rejoindre, a accepté de rejoindre le projet. Voilà l'équipe au complet, et qui avait comme, je dirais, comme mission, en tout cas, nous devions chacun, par rapport à nos disciplines respectives, hein, écrire un article, enfin une contribution, sur le thème OVNI et conscience. Ni plus ni moins, c'est-à-dire que le cadre était à la fois aussi lâche, aussi général, aussi finalement imprécis, quoi. Mais en même temps, avec comme contrainte, une contrainte qui est tout à fait normale et logique, hein, c'était de partir vis-à-vis de ce sujet de la spécialité qu'on représentait et qui était la nôtre. Donc moi en tant que philosophe des sciences, Philippe Guimand en tant que physicien, Romuald en tant que spécialiste du chamanisme et de l'ethnobotanie, Jean-Jacques Jaillat, philosophe et psychanalyste, Daniel Robin, ufologue et grand travailleur de terrain, si je puis dire, hein, il a fait beaucoup d'enquêtes. Eric a de multiples casquettes, Eric Zurker. Moi je le qualifierais à la fois de spécialiste de la pensée orientale, du bouddhisme, de quelqu'un qui a de grandes connaissances en philosophie, en psychanalyste et ufologue hors pair. Il avait publié dans les années 70, si je ne dis pas de bêtises, hein, pour la date, hein, un ouvrage remarqué sur les RR3, c'est-à-dire les rencontres rapprochées du 3e type, où les témoins décrivent des engins, des soucoupes par exemple, avec des entités, des habitants, des occupants. Et puis Fabrice Bombin, donc, qui est l'ufologue suisse, qui est à l'origine du projet, et qui a donc réuni cette équipe. Voilà, le projet est parti de là. Et quand j'ai commencé à écrire, je ne m'imaginais vraiment pas où tout ça allait nous conduire. Alors, l'ouvrage lui-même, hein, donc est paru en mars 2015. Ce qui est assez étonnant et en même temps pas si étonnant que ça, hein, c'est que sans se consulter, chacun dans son coin, on a écrit un texte sur le lien entre OVNI et conscience, et ce dont on s'est aperçu après coup, c'est que malgré nos différences respectives, différences d'abord d'approche par rapport aux disciplines ou aux domaines d'investigation qu'on représentait, malgré ces différences, on allait peu ou prou vers la même direction. Et cette même direction, d'abord, elle consistait à investir un nouveau cadre théorique. Un cadre théorique qui faisait intervenir 2 items absolument fondamentaux. Une prise en compte d'abord de l'information comme grandeur physique, je dis bien grandeur physique, et d'autre part, une réflexion qui mettait l'accent, et même qui mettait au premier plan, le rôle de la conscience. La conscience des observateurs, la conscience des témoins, la conscience humaine, en général, hein, qui devenait centrale. Alors, pourquoi est-ce que cette approche était extrêmement risquée? Parce que, eh ben, je vais vous le dire, c'est pas la première fois que dans le domaine d'investigation qu'on nomme l'ufologie, on essaye de réfléchir au phénomène OVNI en intégrant le thème de la conscience. À chaque fois, et en tout cas ça s'est produit comme ça dans les années 70-80, cette tentative a conduit à appauvrir le phénomène au point de conduire à ce qu'on appelle un réductionnisme psychologique. Réductionnisme psychologique, c'est un terme qui signifie que le phénomène OVNI finalement est relégué au rang d'une série de phénomènes psychologiques purement subjectifs, des hallucinations, des faux souvenirs, des phénomènes psychologiques qui, peu ou prou, font que le phénomène OVNI lui-même est nié. Il est nié puisque finalement il est rapporté à des processus mentaux purement individuels et subjectifs,
et par conséquent, c'est un peu circuler, il n'y a rien à voir en fait. Hein. Et la résolution de toute cette problématique se finit chez un psychologue ou chez un psychanalyste. Voilà, c'est ça le réductionnisme. Hein. Alors, j'en vois une définition extrêmement violente, quoi. Mais ça aboutit à ça dans les années 70, lorsqu'on a commencé à vouloir investir le lien entre phénomène ovni et conscience. Le problème, c'est que les pièces du puzzle ne rentrent pas entièrement. Parce que dans toute la phénoménologie ovni, il y a une donnée incompressible et incontestable, c'est que le phénomène, dans des cas bien référencés, plus nombreux qu'on le dit, hein, laisse des traces matérielles. Des traces au sol, des échos radars qui sont captés par les systèmes de détection radar. Vous avez des témoins qui vous disent, hein, il y a des cas comme ça, hein, qu'ils ont pu toucher soit des êtres, des entités qu'ils ont vues lors des rencontres rapprochées de type 3, ils les ont touchés, c'était matériel, ou bien ils ont touché parfois des engins, alors parfois c'était chaud, parfois c'était froid. On a même des cas bien référencés, bien enquêtés, où vous avez des productions, enfin des effets matériels, soit sur l'environnement biologique, soit sur le témoin lui-même. Et la prise en compte de ces effets matériels a été classifiée par Allen Hynek en RR2, rencontres rapprochées de type 2, c'est-à-dire des rencontres où il n'y a pas simplement la vision d'un ovni dans le ciel, hein, mais une interaction manifeste entre l'ovni qui est vu et l'environnement naturel, biologique ou même humain, quoi, hein, si je puis dire. Par conséquent, on ne peut pas évacuer cette problématique par le réductionnisme psychologique. Donc le problème, il était là. Comment parler des liens entre ovni et conscience sans retomber dans la porie du réductionnisme psychologique? C'est une tâche pratiquement impossible, en tout cas extrêmement difficile. Et là où il y a une vraie révolution, je dis bien révolution conceptuelle qui s'est produite, et dont l'ouvrage est un des effets, c'est qu'on pouvait à la fois, on a essayé de penser à la fois le caractère, le lien avec la conscience, sans tomber dans le réductionnisme. Mais pour ça, il fallait opérer un changement majeur, radical, violent, qu'on appelle un changement de paradigme. Et considérer que les présupposés de notre science actuelle, la science de l'énergie-matière, c'était des présupposés qui étaient erronés. Il fallait changer de cadre épistémologique. Et ce changement de paradigme, s'opère de la manière suivante. Alors je vais tout de suite aller sur la diapositive qui concerne ce changement de cadre, et puis je reviendrai après. Dans la conception actuelle de la science, alors quand je dis la science, je pense évidemment d'abord aux sciences dures, hein, et en particulier à la physique, bon, à la biologie, à la chimie, mais d'abord à la physique. Hein. La science telle qu'on la pratique encore aujourd'hui repose sur un présupposé qui n'est pas de nature scientifique. Je veux dire par là, sur un présupposé, sur un postulat de départ, qui n'est en rien démontré par la science, puisque ce présupposé sort de la science. C'est un présupposé métaphysique, qui est au-delà de la science et de la physique. Ce présupposé consiste à dire que l'univers existe en lui-même et par lui-même, et cette position-là, on l'appelle en philosophie une position objectiviste. Ce présupposé consiste à dire que la réalité matérielle que je perçois par mes sens existe indépendamment de mes sens, et que finalement la perception n'est que le redoublement mental dans mon esprit de l'information que mes sens accueillent et finalement reproduisent. C'est pour ça que le mot en philosophie est le mot représentation. Quelque chose se présente, cette chaise, cette table, tout ce qu'il y a autour de vous-même, enfin tout ce qu'on voit, et dans cette conception-là, j'ai des représentations. Quelque chose se présente à nouveau, mais cette fois sous forme d'image mentale dans mon esprit. Et finalement, qu'est-ce que c'est que la connaissance humaine? C'est un redoublement, c'est une répétition. Je vois à nouveau, mais cette fois dans mon esprit, ce qui existe dans la réalité extérieure. On appelle ça en philosophie un réalisme naïf, qui consiste à dire que finalement, la connaissance, c'est un miroir de l'être, un miroir de ce qui existe, indépendamment de l'esprit. Ce réalisme naïf a été rejeté par la quasi-totalité des philosophies du passé. Je peux vous citer celles, tellement elles sont peu nombreuses, qui ont accrédité ce schéma. Hein. Il y a l'épicurisme,
il y a l'atomisme de Démocrite dans l'Antiquité. Vous avez ensuite le matérialisme marxiste. Vous avez la philosophie empiriste de John Locke. Bon, il y a Lucrèce, un épicurien aussi. Enfin, c'est très très peu de doctrines. Hein. Les doctrines philosophiques différentes ont toutes, à des degrés divers et avec des conceptualisations diverses, hein, ont toutes délivré le même message. Le réel perçu n'est tel que parce que la conscience de l'observateur intervient, mais d'elle-même, dans ce qui est perçu. Autrement dit, le monde perçu est une interaction, on va dire, entre quelque chose d'extérieur à la conscience et la conscience elle-même. Ce qui veut dire que la réalité ne peut pas se passer de la conscience. Il n'y a pas un monde en soi et pour soi. Cette position, elle est difficile, parce que très vite, on se heurte à des questions de bon sens, comme est-ce que le monde existe quand je ne le perçois pas? Moi, quand je sors de chez moi, même si je ne perçois pas ma maison, je sais qu'elle existe. Or, est-ce que ça veut dire que le monde n'existe pas quand je ne le perçois pas? Les questions vont plus loin, puisque l'astrophysique, enfin la science, nous décrit l'évolution de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, 13,7 milliards d'années. Et sur cette évolution, la science nous dit, à un moment donné, l'homme est apparu, mais bien après. Hein, je crois que la vie sur Terre est apparue il y a 6 milliards d'années, après le Big Bang. L'être humain, l'homo sapiens sapiens, c'est très récent, quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout le reste? Comment penser à un état de l'univers où l'homme n'était pas encore apparu comme espèce, où il n'y avait même pas de vie? Ça prouve bien que ce n'est pas la conscience qui crée l'univers. Ça prouve bien qu'il peut y avoir des choses qui existent en elles-mêmes et par elles-mêmes. Alors ce que je viens de vous dire là, ça s'appelle en philosophie un sophisme. C'est-à-dire un raisonnement ou une approche qui est erronée, qui est fausse, qui contient en elle-même un principe d'erreur. Lorsque un physicien vous dit il y avait bien de la matière avant l'apparition de la conscience, la preuve, c'est qu'il y a eu il y a 13,7 milliards d'années un Big Bang, là il n'y avait pas de conscience. Quand on dit ça, on présuppose déjà ce qu'il s'agit de démontrer. En fait, c'est tout bête, mais lorsqu'on a ce type d'objection à une approche du lien entre la conscience et la réalité, on dit ceci, on dit, comment expliquez-vous, alors, non, la matière est première, la preuve, c'est qu'il y avait de la matière avant la conscience. C'est-à-dire qu'on pose d'emblée comme acquis ce qu'il s'agit justement de démontrer. Alors que l'approche philosophique, et on va le voir maintenant plus simplement philosophique, mais aussi émanant de certains courants de la physique, consiste à dire l'esprit est premier. L'esprit est antérieur à toute manifestation phénoménale. L'esprit n'est pas un point d'arrivée, c'est un point d'origine. Et on ne peut pas partir d'un présupposé, le Big Bang, pour finalement présupposer ce qu'il s'agit de démontrer ou de mettre en question. Il y a comme ça tout un certain nombre de sophismes qui sont commis par la science matérialiste pour tenir cette position qui consiste à dire finalement il n'y a que de la matière, la pensée et la conscience sont des épiphénomènes de la matière, et par conséquent, la conscience est pratiquement un état transitoire de l'histoire de la matière. Cette expression-là, je l'ai entendue une fois d'un généticien qui nous disait la conscience, bon, c'est presque un accident, quoi. Hein. Il vaut mieux être... les animaux, ils n'ont pas de conscience, ils sont dans l'instinct, c'est des animaux-machines, tout ça. Et c'est la voie vers laquelle va tous les courants des neurosciences qui espèrent naturaliser le cerveau, c'est-à-dire montrer que tout ce qui existe au niveau du cerveau peut se réduire à des phénomènes purement matériels, ce qui veut dire que la pensée c'est un phénomène second, que la conscience, ça c'est Stanislas Dehaene qui dit ça, hein, la conscience finalement c'est un espace global de travail, mais tout est matériel. Le problème c'est qu'en disant ça, l'approche neurobiologique, elle nie ce qui fait notre essence la plus intime, c'est-à-dire elle nie le libre arbitre, elle nie notre liberté. Elle nie ce que les philosophes appellent la spontanéité de nos décisions ou de nos choix. Le mot spontanéité, c'est un mot qui est très important. Il signifie la capacité pour un sujet, pour un humain, pour une conscience,
de briser la chaîne des déterminismes, de poser un acte qui ne peut être référé à aucune consécution, à aucune causalité matérielle antérieure. On est capable de faire ça, on appelle ça le libre arbitre, spontanéité. Si on refuse le libre arbitre, alors nous sommes des machines, alors le transhumanisme, alors des ordinateurs qui seront plus puissants que nous, qui ne sommes finalement que de la viande et des ordinateurs sur pattes. Voilà. Vous voyez les enjeux, je commence un petit peu à les déployer, ça va être bien au-delà des ovnis, et puis surtout, ça nous montre que cette problématique, la problématique ovni, c'est l'indice de quelque chose d'énorme, de beaucoup plus grand. Je vais tout de suite vous montrer la diapositive parce qu'elle s'y prête, et puis après je reviendrai, tant pis si je ne respecte pas l'ordre. Voilà, la problématique ovni, vous voyez, c'est l'image d'un iceberg. Moi, au niveau de la réflexion qui est la mienne aujourd'hui, la problématique ovni, je la symboliserai comme un petit point là, voilà, en haut. C'est une toute petite partie de quelque chose d'énorme. Et je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, de vous dire ce qu'il y a en dessous. Cette énormité qu'il y a en dessous. Parce qu'encore une fois, c'est énorme ce qu'il y a derrière cette problématique. Alors, je vais en revenir maintenant, pour donner à mon intervention une cohérence, afin que vous puissiez vous y retrouver. Je vais revenir maintenant au début de mon intervention. Quand je vous ai dit en début de mon intervention, j'ai rencontré des scientifiques à Toulouse, mais ils sont représentatifs des scientifiques en général, enfin, en tout cas, qui sont vraiment qui ont un discours extrêmement violent, surtout ceux qui s'intéressent aux ovnis. Je sais que, bon, je vais citer des noms, c'est pas pour mettre ces personnes en accusation, il n'y a aucune accusation. Ce sont des noms de gens qui ont prononcé des paroles publiques, donc par conséquent, je ne fais pas de révélation. Je sais qu'un astrophysicien comme Jean Heidmann, honorable, respectable, dont les travaux sont remarquables, il a dit, il demande à ses étudiants de ne pas lire des ouvrages ou de ne pas citer des ouvrages dans des travaux de thèse ou des ouvrages qui ont été publiés chez des éditeurs qui eux-mêmes ont publié des ouvrages sur les ovnis. Vous voyez jusqu'où ça va. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de ne pas mentionner des gens qui parlent des ovnis, mais même pas mentionner des éditeurs qui auraient accepté d'écrire sur les ovnis. Vous voyez jusqu'où ça va. Vous avez des attitudes de rejet très violents. Et moi, j'essaie de comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce qu'après tout, bon, vous avez des témoins qui décrivent des choses, des ovnis. La science, c'est quand même une activité qui est ouverte, qui est curieuse. Enfin, tout chercheur digne de ce nom, il a une ouverture d'esprit, et il est curieux. Pourquoi y a-t-il une telle levée de bouclier? Je pense à Sylvie Vauclair, qui est quelqu'un que je connais, qui est à l'IRAP, enfin, qui travaille aussi sur l'astrophysique, qui est une grande spécialiste de l'exobiologie, Sylvie Vauclair. Une dame pour laquelle j'ai un immense respect, mais j'avais organisé avec des amis de l'IRAP un grand colloque en 2014, octobre 2014, sur la figure de Giordano Bruno. Quelqu'un dans la salle, après les conférences, a évoqué le mot ovni, je me souviens de Sylvie, elle lève les bras comme ça. Ah non, pas les ovnis, tout de suite. Oh, on ne peut plus rien dire après ça. Alors pourquoi y a-t-il un tel rejet? Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que le rejet, il va dans les deux sens. Il y a une incompréhension de la science officielle, on va dire mainstream, vis-à-vis du phénomène ovni. Il y a aussi une incompréhension des ufologues vis-à-vis des scientifiques. Dans les deux cas, il y a un dialogue de sourds. Les scientifiques n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse croire aux ovnis. J'emploie à dessein le mot croire parce qu'eux-mêmes utilisent le mot croire, comme si cette problématique pouvait se réduire à une croyance. Parce que la connaissance qu'on a de l'univers, la connaissance qu'on a des lois de la physique, rend impossible l'idée qu'on puisse être aussi fréquemment visité par des êtres qui viendraient d'une autre planète, dont l'apparence est parfois d'une grande fantasmagorie. Et là, je vous ai reproduit un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est en novembre 2015, et ben voilà, en fait c'est le mois dernier, c'était le numéro octobre-novembre 2015,
qui fait le point sur les découvertes en exobiologie. À la date d'aujourd'hui, il y a 1928 exoplanètes qui ont été détectées. Les astrophysiciens distinguent entre des zones, des planètes qui ont une taille dite super habitable. C'est la bonne taille pour accueillir la vie. Et ils distinguent aussi des distances de superhabitabilité. C'est-à-dire une planète qui serait à bonne distance de son étoile. Ce que nous dit l'article, c'est qu'on n'a pas trouvé jusqu'à présent, en tout cas dans tout ce qui a été observé, de planètes qui soient à la fois de taille superhabitable, qui est la bonne taille, et qui soient à bonne distance. Parce que la conjonction des deux pourrait donner ce qu'on appelle une planète superhabitable. On n'en a pas encore trouvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas. L'univers est tellement grand. Mais, voilà, on a d'abord ce schéma. Et puis surtout, et c'est pour ça que je voulais faire référence à l'article, ce que nous dit cet article, c'est qu'à supposer qu'on détecte des planètes superhabitables. D'abord, elles vont être à des distances mais phénoménales. La Alpha du Centaure, l'étoile la plus proche de nous, dit l'article, est située à 4,3 années-lumière. C'est tout près, 4,3 années-lumière. Mais en fait, par rapport au mode de propulsion, si on applique la vitesse de New Horizons, qui est la sonde la plus rapide que l'homme ait jamais produite, il faudrait mettre 100 000 ans pour atteindre Alpha du Centaure. Et donc, ce qui fait que l'aller-retour, c'est 200 000 ans. Si on suit ces données, qui sont des données de la science, l'univers est tellement grand que non seulement il ne permet pas le voyage dans des temps raisonnables d'une planète à l'autre, mais il ne permet même pas la communication. Parce que dans le schéma, là je vous ai reproduit le schéma de communication de Roman Jakobson, destinataire, celui qui émet le message, celui qui le reçoit, le message, le canal, le bruit, enfin bon. Une communication qui se fait sur 200 000 ans, c'est plus une communication. Parce qu'il se peut très bien qu'entre-temps, l'un des deux, sinon les deux, ait déjà disparu, quoi. Et il faut... La communication, ça suppose une consécution qui se situe dans un temps relativement limité. Donc non seulement l'univers ne permet pas les voyages, parce qu'il est trop vaste, mais même la communication. Ce type d'argument, qui est le minimum syndical pour la science, les ufologues ne l'entendent pas. Ils ne veulent pas l'entendre. En général, la réaction est violente, agressive. Mais non, mais il doit y avoir des moyens. Il doit y avoir des moyens d'une civilisation très développée technologiquement, d'1 million d'années. Doit avoir trouvé des moyens, ils doivent passer par d'autres dimensions. Alors peut-être ils passent par des trous noirs, sans être spaghettifiés. Voilà, peut-être par un univers gémellaire. C'est ingénieux l'univers gémellaire. Les humiques, là, dans leur texte, ils disent que les vaisseaux chevauchent les plis de l'espace-temps. C'est magnifique tout ça. Et tout ça, ce sont des conneries sans nom pour les scientifiques. Et alors, il y a deux solutions. Ou bien on va dire ces scientifiques qui disent que ce sont des conneries sans nom sont vraiment fermés d'esprit. Ou alors il faut peut-être les écouter. Et considérer qu'il y a des lois de l'univers, que notre science, aussi lacunaire soit-elle, nous permet d'affirmer un certain nombre de principes sur ce qu'on connaît des lois de l'univers, qui ne sont pas des bêtises. Et moi je reprocherais aux ufologues de ne pas assez écouter les scientifiques. Mais l'inverse est vrai aussi. Les scientifiques, eux non plus, n'écoutent pas les témoins, ou en tout cas le discours des ufologues. Lorsqu'ils prennent connaissance des témoignages, ils les rejettent d'un revers de main. Et eux aussi emploient la même expression et ils disent tout ça c'est des conneries. Donc vous avez d'un côté les scientifiques qui ne sont pas entendus par les ufologues, alors que ce qu'ils disent, c'est la science. Et la science, notre science n'est pas fausse. Elle est prédictive, elle est remarquablement précise et prédictive. Mais ce que disent les ufologues, c'est pas non plus des bêtises. C'est pas non plus des bêtises. Comment sortir de ce face-à-face stérile, et je dirais presque stupide? Il n'y a qu'une seule voie pour trouver un cadre théorique. La seule voie, donc soit on reste sur les biologies, on a les apories, soit on essaie d'avoir une autre voie. Bon, je ne vais pas la commenter cette diapo, en tout cas pas tout de suite. L'autre voie consiste à essayer de sortir du paradigme matérialiste de la science. Celui que je vous ai décrivé tout à l'heure. C'est ce paradigme qui considère qu'il n'y a que de la matière, que l'esprit est un épiphénomène,
que le monde existe en lui-même et par lui-même, c'est instauré, c'est imposé au niveau scientifique à partir du début du XIXe siècle. Qu'il en a, ses promoteurs sont des savants ou des philosophes, je pense à Auguste Comte, qui ont imposé une vision qui est celle du scientisme scientifique du XIXe siècle, et que si on regarde d'abord les pères fondateurs de la science, aucun n'était matérialiste. J'ai lu récemment une correspondance entre Newton et Clarke sur la nature de l'espace et du temps. Newton soutenait, alors c'est des textes qui ne sont pas connus, mais c'est pour vous montrer à quel point l'approche matérialiste de la science est récente et enfermante. Newton se demande si l'espace n'est pas le sensorium dei. Cette expression signifie que, est-ce que l'espace n'est pas en fait l'esprit même de Dieu qui se déploie? Imaginez un scientifique qui dirait ça aujourd'hui, qui poserait cette question. Mais il est tout de suite viré de l'université française, et puis peut-être même qu'il serait interné, enfin. C'est Newton et Clarke, deux immenses savants du XVIIIe siècle. Vous avez comme ça des réflexions des pères de la science. Descartes est un des pères de la science moderne aussi. Descartes n'était pas matérialiste, il était dualiste. Il n'a jamais réduit la réalité à la matière. Ce que je veux vous dire par là, c'est que le matérialisme scientifique qui s'est imposé depuis la fin du XIXe siècle, c'est une idéologie qui a accompagné deux autres idéologies, le matérialisme dialectique au niveau historique, je pense au marxisme, et le matérialisme consumériste, issu cette fois de l'idéologie capitaliste. On a trois matérialismes qui se sont de concert, finalement, qui se sont conjugués. Le matérialisme politique, économique et scientifique. Et c'est dans ce cadre qu'apparaît la problématique OVNI. Et je dirais même plus, c'est dans ce cadre que cette problématique prend vraiment sens. Mais ça, je vais devoir vous l'expliquer. Alors, je reviens à cette notion d'information. Il n'y a pas concept plus abstrait que ce concept-là. Parce que tout peut être information, tout est information. Là, j'utilise des images sous-tendues par de l'information. La perception visuelle, elle est possible parce que vous recevez des sense data, des données des sens. Il n'y a rien qui ne puisse recevoir le qualificatif d'information. Donc, quand je vous dis que c'est plus abstrait, je veux dire par là que c'est ce qui est plus général, l'information. Comment construire une physique qui prendrait comme donnée, comme grandeur, quelque chose qui n'est pas matériel, mais qui pourrait expliquer comment la matière apparaît au niveau de la perception, au niveau de ce qu'on appelle le monde phénoménal. Je rappelle que phénoménal, c'est un mot qui vient de phénoménon, qui veut dire en grec ce qui se manifeste à la conscience d'un témoin, enfin à la conscience d'un observateur. Alors moi j'ai fait beaucoup d'erreurs dans l'approche de l'information. J'ai commencé par être tellement impressionné par le film Matrix, je voyais le lien entre ce que disait Jacques Vallée et le film Matrix, que j'ai imaginé un scénario à la Matrix, c'est-à-dire qu'il y aurait des lignes de code, la matière aurait des lignes de code. C'est vers cette voie que s'orientent les frères Bogdanov dans leur dernier ouvrage. Craquer le code de la matière. Moi je pensais ça aussi. Ce serait génial. Il y a le code de la matière, on le craque et puis on peut tout faire après. Là c'est pas comme ça que ça se passe, il n'y a pas de code de la matière. Je remercie Philippe Guimand ici présent pour m'avoir remis dans le droit chemin à ce propos. Alors qu'est-ce que c'est que l'information? Alors si ce n'est pas des algorithmes, s'il n'y a pas de code de la matière, si ce n'est pas des structures mathématiques, parce que l'information elle est partout. L'information. Qu'est-ce que ça peut être que cette information qui dans son, on va dire pour l'instant, dans son interaction avec la conscience, pourrait expliquer l'émergence des formes phénoménales? C'est intéressant de se référer à l'information parce que, vous voyez, là je vous ai mis l'exemple de Claude Barre, là le génome, le Gattaca, le langage, enfin l'alphabet génétique, l'alphabet de base du vivant. Ça aurait pu être les généticiens ou les biologistes qui auraient pu être en pointe vis-à-vis de cette approche, mais ils ont été très très frileux. Je pense que c'est parce que dès qu'on parle d'information dans le domaine du vivant, on réintroduit du finalisme. On sort du mécanisme. Et ça, ils n'aiment pas les biologistes, ils y tiennent à leur mécanisme. Et ce que la biologie ou la génétique n'a pas fait, la physique est en train de le faire. Alors j'en reviens à la question. Qu'est-ce que c'est que l'information qui pourrait
pourrait finalement constituer le plus bas degré, on ne peut pas descendre plus bas, de la réalité. Moi, je l'ai compris finalement assez récemment, puisque j'étais encore, il n'y a pas longtemps, hein, dans une recherche où je mettais l'information au premier plan et pas assez la conscience. Cette information, ce sont des intentions. C'est un vouloir, ce sont des volontés. Et ça c'est difficile. Difficile parce que tant qu'on en restait à une exploration d'une nouvelle science, d'une nouvelle physique, qui s'appuie sur une grandeur comme l'information, qui a été déjà théorisée dans les années 50, hein. Je pense à l'information, à la théorie de l'information, la cybernétique, hein, de Wiener et de Shannon. Hein. Mais tant qu'on en reste à de l'information comme une grandeur physique, ça ne change pas la manière de faire la science, en principe. Parce que, voilà, l'information, le bit quantique, hein, c'est une grandeur, ça s'intègre dans les équations de la physique. Mais lorsque vous faites intervenir des intentions, un vouloir, lorsque vous faites intervenir la conscience, là vous faites tout exploser. Ou en tout cas, la conscience, comme donnée, met le bazar partout. Elle met le bazar, y compris dans les relations qui sont la base la plus absolue de la science, le principe de causalité. Le schéma, ou le paysage que la conscience nous fait découvrir de la réalité est extrêmement violent, parce qu'il met à mal ce qui est la familiarité de notre perception du réel. Hein. On peut commencer à penser, on a le bon cadre pour penser des schémas qui font intervenir des notions comme de la rétrocausalité, la causalité du futur sur le présent, et même parfois sur le passé. Mais vous vous rendez compte, c'est le mathématicien Lincoln qui déclarait dans une interview, la plupart des gens pensent encore avec des concepts qui sont ceux de la physique du 19e siècle. Personne, ou très peu, en tout cas dans le grand public, hein, n'arrive à intégrer les concepts issus de la physique du 20e et maintenant du 21e siècle, hein, qui subvertit beaucoup de choses. Hein. La plupart des gens pensent encore le monde, la réalité, avec des concepts qui sont ceux de la physique du 19e siècle. Donc, voilà, et si on veut essayer de comprendre ce qu'est le phénomène ovni, il faut non seulement pouvoir penser la réalité avec des concepts de la physique du 21e siècle, mais même les concepts d'une physique qui n'est pas encore là. Donc on pressent la fécondité. Vous voyez la complexité du phénomène. Alors, je vous ai mis cette diapositive. Bon, mes diapositives sont un peu chargées, hein, je suis désolé, mais je vais la commenter. Hein. Avec le nouveau paradigme, celui qui est développé, qui est la trame de fond de l'ouvrage OVNI et conscience, on n'est plus dans un cadre matérialiste, on est dans un cadre idéaliste. Idéaliste, ça veut bien dire ce que ça veut dire, en tout cas pour les philosophes. Ça veut dire que le réel, la réalité, au-delà des apparences, au-delà des phénomènes, la réalité est de nature intégralement psychique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de matière, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de matérialité. Cette table elle existe, je peux taper dessus, si je me cogne, je vais avoir mal à la tête. Ça ne veut pas dire que la matière n'existe pas. Ça veut dire qu'in fine, tout se réduit à de l'information pour une conscience. Et qu'on est là au niveau le plus bas. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai encore jamais dit jusqu'à présent, mais en atteignant le niveau le plus bas de la réalité, le niveau de l'information et de la conscience, on arrive à atteindre son niveau le plus élevé. Et son niveau le plus élevé, j'en parlerai après, mais je peux déjà le désigner par le mot transcendance. Alors, quelle est dans ce cadre l'interprétation qu'on peut donner du phénomène ovni? D'abord, tous ceux qui connaissent un petit peu l'histoire des ovnis savent que ce phénomène s'est présenté sous des formes extrêmement variées. Est-ce qu'on peut le faire remonter très exactement à l'observation de Kenneth Arnold? Il y a eu des observations avant. Il y a eu une célèbre vague aux États-Unis qu'on a appelée la vague des airships, des bateaux volants, dans les années 1896-97. Il y a bien sûr des témoignages avant. Moi j'avais eu le projet il y a quelques années de publier le livre des prodiges d'un auteur latin qui se nomme Julius Obsequens, qui avait lui-même repris
des témoignages cités chez Tite-Live dans l'histoire de Rome. Hein. Julius Obsequens, 2e siècle après Jésus-Christ, on ne sait pas grand-chose de lui. C'est un peu le Charles Fort, comparaison gardée, de l'Antiquité. Hein. Et dans le livre des prodiges de Julius Obsequens, on a des récits très étranges avec des cas de... Là, c'est des Romains qui voient des bateaux dans le ciel avec des personnages d'un blanc lumineux qui se mettent à chanter à tue-tête en se cognant l'épaule. Enfin, c'est un truc de fou. Hein. On a des témoignages comme ça dans l'Antiquité. On en a bien après. Hein, Et ce que je voulais vous dire, c'est que la forme lenticulaire des ovnis est manifestement la plus fréquente, mais il n'y a pas eu que des... En fait, les formes, elles sont extrêmement variées. Il y a eu la série des fusées fantômes en Suède. Là, c'est la fameuse aile de... Ah mince, alors j'ai oublié le nom. Phénix, merci, les lumières de Phénix. Là où vous avez des arabesques lumineuses à Stephenville, au début des années 2000. Enfin, vous avez des formes extrêmement variées. Pareil en ce qui concerne les êtres qui sont décrits. Alors, vous avez des grands blonds suédois, vous avez des petits gris, enfin, vous avez parfois des mantes religieuses qui parlent, vous avez des espèces de Chewbacca, de Jedi. Vous avez vraiment... Alors, si on essaye d'interpréter tous ces phénomènes d'un point de vue matérialiste, objectif, en s'appuyant sur les cadres de la science moderne, on va dire qu'il y a énormément de civilisations qui viennent nous rendre visite. Bon, visiblement, elles ont des accords entre elles, parce qu'elles ont toutes le même comportement d'élusivité, un jeu de cache-cache. Hein. C'est-à-dire, voilà, cours après moi et attrape-moi si tu peux. Alors certains disent, mais il y a un pacte galactique, hein, il y a un pacte entre toutes ces civilisations, donc, même comportement, voilà. On agit de la même manière. Dès qu'on est trop visible, on se barre. Pourquoi pas, mais il y a quand même des observations parfois qui sont vraiment très bizarres. Hein. C'est Michael Lecomte qui cite des cas d'observation où l'OVNI qui est décrit, et pas qu'une fois, hein, il ressemble à tout sauf à une machine qui peut voler dans les airs. Hein. On a l'impression de machines qui sortent de l'esprit d'un illustrateur qui a peut-être un peu bu, ou en tout cas un peu délirant, avec des tôles et des boulons rouillés, une échelle de corde qui pend. Michael Lecomte dit qu'il y a même une certaine poésie parfois dans ce qui est décrit, tellement c'est improbable, quoi. Hein, Bon, alors qu'est-ce qu'on fait de tout ce matériel? Ou on le jette, ou alors on essaye d'en faire quelque chose, mais on voit ce que ça peut donner dans le cadre qu'on est en train de dessiner. Ce cadre, le cadre de l'idéalisme, nous fait d'abord percevoir le monde perçu, non pas comme un monde objectif, mais comme un monde qu'on pourrait appeler un monde conscientiel. C'est-à-dire un monde qui n'existe que parce qu'il est construit, co-construit par l'ensemble des consciences collectives hein, qui peuplent l'humanité, et peut-être plus que l'humanité d'ailleurs. Hein. Mais alors, cette notion de co-construction, elle se réfère à des voies de la physique que je ne vais pas développer ici. Hein. Mais on a toutes les raisons de penser, et peut-être que Philippe en parlera, Philippe Guimard dans son intervention, que le monde perçu, allez, je vais dire l'expression, même si elle peut paraître extrêmement bizarre, hein, le monde que l'on perçoit est un peu comparable à un rêve éveillé, à un rêve collectif. Rêve n'ayant pas ici de sens péjoratif, hein, quelque chose qu'on construit ensemble, qui a donc la permanence et la solidité d'une intersubjectivité. Bon, autrement, moi ce que je voudrais que vous reteniez, c'est l'idée d'une co-construction pour un monde qui est un monde conscientiel. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais fait une première erreur dans mon cheminement, c'était d'abord d'avoir accordé trop d'importance à l'information. Ma deuxième, pas avoir trop vite centré vers la conscience, alors que c'est là où ça se joue. Hein. La deuxième erreur que j'ai faite est d'avoir voulu à tout prix, coûte que coûte, penser le phénomène OVNI comme étant lié à une source exogène, c'est-à-dire extérieure aux consciences humaines. Et c'est finalement ce qu'on a appelé dans l'ouvrage, et moi en particulier, conscience exogène, c'est une forme un peu plus subtile et abstraite de l'extraterrestre. C'est-à-dire que j'ai proposé dans les différents articles que j'ai pu publier ces derniers temps, le schéma suivant. J'ai imaginé que
attendez, il faut que je trouve la bonne diapo, voilà, que la réalité était comme un immense cerveau, d'ailleurs je reprends, enfin c'est une idée que je reprends en particulier à Philippe, que nous étions des consciences, qu'il y avait des consciences non humaines qui se connectaient à nous, qui puisaient, qui lisaient dans notre cerveau nos souvenirs, et s'appuyaient sur nos souvenirs comme un habit, comme un vêtement, pour ensuite se manifester matériellement en utilisant nos souvenirs. Par exemple, tous ceux qui ont vu des bonhommes Michelin, ils avaient cette image du bonhomme Michelin dans la tête, c'était un personnage de publicité, et puis après, il y a des cas, hein, avec des traces au sol, hein, où des personnes ont vu des bonhommes Michelin réellement. Il y a un cas célèbre, c'est pas le seul, hein, il y en a eu beaucoup dans les années 50 aussi, bonhomme Michelin décrit à Petite-Île, à La Réunion. C'est un cas intéressant parce que d'abord il a fait l'objet d'une enquête très fouillée, il y a eu un rapport de gendarmerie, il est cité dans plusieurs ouvrages. 1975, vous avez un témoin, d'abord il dit qu'il ressent un bourdonnement dans sa tête, ensuite il voit apparaître une espèce de capsule qui se pose sans bruit, hein, sur deux pieds. Là il y a deux bonhommes Michelin qui en sortent, et là ce qui est intéressant, c'est que le premier qui sort de la capsule, donc il descend des escaliers, et quand il est au sol, il ne marche pas comme vous et moi, il ne marche pas comme je le fais là, il marche les deux pieds joints et il fait des bonds. C'est des bonds assez hauts. Hein. Pourquoi il ne marche pas comme nous? Bon, il est évident, il est manifeste, parce que ce type de raisonnement peut être fait sur d'autres cas, qu'on a ici une imitation de ce qu'a fait Neil Armstrong en 69. C'est exactement la même scène, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'après avoir fait ces petits sauts de puce là, le bonhomme Michelin sort une espèce de tube et commence à faire des prélèvements sur le sol. Alors, les ufologues parlent de mimétisme des ovnis. Et moi, j'avais émis l'hypothèse qu'il faut aller plus loin qu'un mimétisme. Il faut considérer que s'il y a bien une connexion entre une conscience non humaine, exogène, et une conscience humaine, cette connexion, elle prend notre matériel psychique, nos souvenirs, comme support pour s'habiller. Et donc moi j'avais proposé, non pas de parler de mimétisme, d'imitation, mais d'intrication, quelque chose s'intrique à notre esprit. Au moment où je parle, j'ai complètement abandonné ce schéma. Je l'ai abandonné parce que je le trouve naïf et parce qu'il ne colle pas. Vous savez, la problématique ovni, c'est un immense puzzle. Je vous ai montré l'image de l'iceberg. Il faut que les pièces de ce puzzle puissent entrer. Pendant des mois et des mois, j'ai coûte que coûte essayé de garder le modèle, hein, c'est un modèle d'explication, de conscience exogène qui se connecterait avec des consciences humaines. Et ça ne marche pas. J'ai dû trop faire de grands écarts. Et là où tout s'est éclairé, en tout cas pour moi, hein, et là je vous livre mon cheminement, je ne vous l'impose pas, hein, c'est lorsque j'ai changé un mot. Exogène, non. Endogène. Et c'est là, maintenant, où ça va devenir un peu plus difficile. Est-ce que je vais avoir le temps? Pourquoi endogène? Alors, endogène, ça ne signifie pas que nous soyons la source d'hallucination. Parce que quand on raisonne comme ça, on est encore dans un cadre matérialiste. Quand on parle d'hallucination, on est encore dans un cadre matérialiste, supposons que la réalité extérieure, elle existe en elle-même et par elle-même, indépendamment du pouvoir créateur de la conscience. Ça, c'est le cadre matérialiste. Endogène, ça signifie que le phénomène est très intimement lié à notre psyché. Mais en même temps, il y a aussi une différence avec notre psyché. Il faut arriver à penser à la fois l'immanence et la transcendance du phénomène. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce que je vous dis là? Ça veut dire quelque chose qui a été repéré, compris par les grands noms de l'ufologie mondiale. Lorsque John Keel, dans un ouvrage remarquable, non traduit en français hélas, mais j'aimerais bien qu'il soit traduit, qui s'appelle La 8e tour, écrit que les dieux des anciens temps ont tenu leurs promesses, je cite de mémoire, hein, et qu'ils sont de retour, les dieux des anciens temps. Ils ne proviennent pas, écrit-il, d'une planète
d'un monde extraplanétaire, hein, ils proviennent, écrit-il, de l'intérieur de nous-mêmes, du dedans de nous-mêmes, et ces dieux sont sans visage. Ben, il a tout compris. Lorsque Aimé Michel, dans une préface remarquable d'une bande dessinée de L'Homme et Gigi, écrit la préface, il l'intitule « Les zinzins et les wachizis ». C'est le nom qu'il donne aux ovnis parce que on ne sait pas ce que c'est. Il dit peut-être que la réponse au phénomène ovni est dans cette boutade. Alors il présente ça comme une boutade, mais en fait le contexte va bien au-delà. Hein, et permet de comprendre que c'est pas une boutade. Il écrit le phénomène ovni, il vient peut-être de la 3e planète après le Soleil. Parce que on constate que cette problématique, elle ne s'exprime que là où il y a de l'humain. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, que les ovnis sont des hallucinations, c'est beaucoup plus compliqué et c'est beaucoup plus merveilleux. Beaucoup plus merveilleux. Et là, je vais faire un petit schéma que je n'ai jamais encore fait. Ce schéma, en fait, reprend une idée qui a été développée par la contribution de Philippe Guillemant dans l'ouvrage Ovnis et Conscience. Là, pour moi, hein, et sans vouloir blesser aucunement les autres contributeurs, s'il y avait une page à garder de l'ouvrage, enfin, la page la plus importante de l'ouvrage pour moi, c'est la page 234 de l'ouvrage. Dans cette page, Philippe Guillemant reproduit un tableau qui est comme une analyse des racines de la conscience. Parce que si on parle de la conscience, on parle des racines. Et dans ce tableau, alors moi j'en donne mon interprétation, mais je pense que ça correspond bien à ce que je dis à Philippe, en tout cas il aura l'occasion de s'exprimer là-dessus. On avait besoin de 3 clés. Moi j'avais fonctionné avec 2 clés pour comprendre le phénomène. Il me manquait la 3e. La première clé, c'est une physique de l'information, j'en ai parlé. La 2e, c'est une physique de la conscience, j'en ai parlé aussi. Mais il me manquait une 3e clé. Cette 3e clé, très importante, hein, c'est elle qui permet d'ouvrir le coffre. C'est celle d'une métaphysique de l'inconscient. Métaphysique de l'inconscient. Et elle a été développée de manière magistrale par un certain Carl Gustav Jung. Il faut avoir ces 3 clés en tête. On sait que la conscience, c'est un ensemble, c'est une lumière, la conscience. Conscience, scientia, ça veut dire avec connaissance. Lorsque j'agis avec conscience, là par exemple je prends ce stylo, j'ai conscience de le prendre, hein, ça veut dire que je fais une action en sachant que je la fais. Donc la conscience, c'est une connaissance immédiate. Par rapport à d'autres types de connaissances, la connaissance mathématique, elle est médiate. Elle passe par les médiations d'une démonstration. La conscience, c'est immédiat, c'est direct. On fait, on sait qu'on fait. Donc ça renvoie à quelque chose de réflexif en même temps, puisqu'on sait que. Si on devait, de manière effectivement très schématique, hein, symboliser ce que c'est que la conscience, on pourrait la symboliser par ce triangle inversé. La conscience, donc, et la conscience, c'est les consciences elles-mêmes, elle atteint effectivement la capacité à rapporter à soi-même ce qu'on voit. Je vois quelque chose. La conscience, c'est le moi. Le moi ne garde au présent à son esprit que l'information dont il a besoin pour gérer l'action présente. Il y a une part de nous-mêmes qu'on pourrait appeler anima. Le mot anima est intéressant parce qu'il renvoie effectivement à animal. L'anima, c'est cette part de nous-mêmes qui a partie liée avec le corps, avec nos pulsions. Quand on a conscience de soi, on a conscience de ses représentations, de ses idées, mais aussi du corps. Alors, l'anima est en partie inconscient. Je veux dire par là que, certes, nous savons que notre corps peut avoir mal, faim, on a conscience de certains processus, évidemment, mais la plupart des processus corporels sont inconscients. Ce n'est qu'au XVIe siècle qu'Harvey, fin XVIe, le Britannique Harvey a découvert que le sang circulait dans le corps. On ne savait pas. Il a fallu attendre longtemps. La plupart des processus corporels sont inconscients. Ils nous sont voilés. Alors évidemment, la science est capable de nous dire ce qui se passe dans notre corps. Mais lorsqu'on a des processus corporels, lorsque le foie travaille, par exemple, nous n'en avons pas conscience. Il y a certains processus, effectivement, qui vont à la conscience lorsque les stimuli sont trop importants. Mais sinon, l'animal est en partie voilé. Alors, dans ce schéma extrêmement sommaire, hein, et parce que c'est un peu plus compliqué si on fait intervenir la rétrocausalité et compagnie, ça je laisse à Philippe Guillemant le soin s'il le souhaite de le développer, on va dire que
notre conscience est comme la pointe d'un disque dur, d'un pointe laser. Là, vous avez de l'information. Et on va dire, à titre, encore une fois, pédagogique et simplificateur, hein, et c'est pour y voir un peu plus clair, hein, que la conscience que j'ai du temps, et même la perception du monde phénoménal, elle va dépendre du balayage, on peut l'appeler comme ça, hein, par la conscience, d'une quantité finie d'informations, un peu comme lorsque la pointe laser d'un disque dur lit des données, le monde phénoménal apparaît sur l'écran d'un ordinateur. C'est le même principe. Ça, on va dire qu'on est dans le domaine du monde phénoménal, le domaine de la physique. Voilà. Maintenant, il y a des choses dont on n'a pas conscience, mais qui ne sont pas liées au corps. Parce que là, je vous ai parlé avec l'anima de quelque chose qu'on pourrait appeler l'inconscient physique. L'inconscient physique. Un des grands acquis du XXe siècle, et là c'est plutôt à l'honneur et au génie de la psychanalyse, qui est pourtant aussi contesté aujourd'hui, alors que c'est un des grands acquis de la connaissance humaine. La psychanalyse a montré qu'il n'y avait pas uniquement un inconscient physique, inconscient du corps. Il existe un autre inconscient, que Freud a appelé, et d'autres après lui, inconscient psychique. L'inconscient psychique n'est pas constitué, ne porte pas sur des processus corporels, il porte sur des représentations, des idées, des souvenirs, des images, qui sont rejetées hors de cette lumière qu'on appelle la conscience. Ce rejet, on l'appelle refoulement. L'inconscient psychique est constitué de refoulement. Des choses qui ont été refoulées. Idées refoulées, c'est-à-dire sorties du champ de la conscience. Freud considère que l'inconscient, c'est uniquement le refoulé. Que notre inconscient est constitué de fantasmes qu'on rejette parce que notre morale, nos interdits moraux, ce qu'il appelle le surmoi, sont incapables de garder ou ne veulent pas garder la conscience parce que ça heurte justement la conscience morale. Jung est allé plus loin, Carl Jung. Il a soutenu que l'inconscient débordé, l'inconscient est fait de bien d'autres choses que d'idées refoulées. Les idées refoulées, ça représente une strate, ça représente un certain niveau. On peut distinguer le préconscient. Le préconscient, on va dire, ce sont toutes les idées qui ne sont pas refoulées. Ce sont les idées qu'on n'a plus en tête, parce qu'elles ne servent pas à l'action présente. Le préconscient, c'est les idées qui sont oubliées sans être refoulées. C'est ce que dit Bergson, par exemple. L'inconscient freudien, ce sont les idées refoulées, mais il y a encore bien d'autres choses. Qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient de la psyché? En fait, il y a toute l'information qui structure la réalité. Il y a toute l'information de l'univers. La vraie porte des étoiles, c'est l'inconscient. Et l'inconscient, il ne faut pas le prendre comme une partie du psychisme. En vérité, l'inconscient est, quand on est de l'autre côté, quand on arrive à accéder à ce domaine, est pleine conscience de toute l'information. Cette partie-là, une des phrases que répètent à l'envi tout le temps les psychanalystes, l'inconscient ne connaît pas le temps. L'inconscient ne connaît pas le temps. Ça se vérifie bien quand on étudie la symptomatologie d'un symptôme. On va dire qu'elle est hors espace-temps. Là, on est dans le temps, dans l'espace et dans le temps. Là, on est hors espace-temps. Jung, en référence aux traditions orientales qu'il connaissait, en particulier à l'hindouisme, au Veda, a proposé de nommer soit cette partie inconsciente par opposition au moi, qui est la partie consciente. Autrement dit, si on suit cette analyse, cette voie d'investigation, nous ne sommes pas doubles, nous sommes triples. L'anima, la partie animale et instinctuelle, le moi et le soi. Ce schéma-là nous donne la plus puissante clé, ou la plus puissante grille d'analyse connue à ce jour du phénomène ovni. Je le dis ici, je l'affirme ici. Il nous arrive de se sentir en distorsion avec les exigences de notre corps. On peut très bien avoir des pulsions. Par exemple, quelqu'un qui veut faire un régime. Il sent des pulsions, il a faim. En même temps, sa volonté dit non, là tu ne mangeras pas, tu fais un régime. On voit bien qu'il peut y avoir des distorsions entre le moi et l'anima. Au point presque de se sentir double. C'est le philosophe allemand Kant qui disait nous sommes citoyens de deux mondes. Le monde des exigences corporelles, du désir, et le monde de la conscience.
En même temps, il ne viendrait jamais à l'idée de personne de dire le corps, c'est pas mon corps, c'est pas moi. Mon corps, c'est moi aussi. C'est une partie de moi. Nous sommes corps et esprit, corps et conscience. Mais on sent qu'il peut y avoir des dualités. Et certaines dualités vont tellement loin, certaines oppositions, entre ce qu'exige ma conscience et ce que veut mon corps, ou ce qui est ses impulsions, que certaines pulsions peuvent être refoulées. Autrement dit, il peut y avoir un conflit, je vais changer de page, il peut y avoir un conflit entre le moi et l'anima. Ce conflit, c'est lorsque des exigences de l'anima, je ne sais pas, prenons un exemple, une pulsion sexuelle à caractère incestueux, oedipien. Lorsque vous avez des exigences, des envies de l'anima, si vous voulez, des pulsions, qui s'opposent aux exigences morales du moi, le meilleur moyen de se défendre, c'est de refouler dans l'inconscient les exigences de l'anima. Le refoulement, c'est un mode de défense. Mais il arrive que chez certaines personnes, ce qui a été refoulé, fasse retour. On parle alors du retour du refoulé. Et le refoulé, qu'est-ce que c'est? Quelle est la nature de ce retour? C'est toujours un comportement ou un état du corps qui fait problème, qui se présente sous une forme insolite et qu'on appelle un symptôme. Un symptôme, c'est un refoulé qui fait retour dans la conduite raisonnée, normée, logique d'une personne, mais qui fait retour sous une forme totalement absurde et qui prend le corps comme lieu de son inscription. Quand je dis absurde, ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Les psychanalystes disent que les symptômes se présentent comme un festival d'absurdité. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui ont un comportement tout à fait logique, qui se mettent à faire des choses qu'elles ne comprennent pas. Alors ça peut être très variable. Par exemple, on peut avoir peur de choses qui sont ridiculement... des peurs ridicules. Avoir peur des fruits rouges, se mettre à trembler de peur devant un cheval, avoir peur de l'eau, des hydrophobes. Attendez, avoir peur de l'eau, quoi. Ça s'appelle des phobies. Vous pouvez avoir des gens qui se mettent à avoir des tics ridicules et incompréhensibles. Je pense à cette dame que cite Freud dans Introduction à la psychanalyse, une dame de la bourgeoisie viennoise, qui se met à avoir des tics de langue. Quand on lui pose une question, elle ne peut plus répondre sans claquer de la langue. Comme ça, elle fait. Alors tout le monde la regarde bizarrement. Vous avez des gens qui ont des tocs, c'est-à-dire qu'ils doivent faire des rituels, ils ne comprennent pas le sens. C'est absurde. Ils doivent mettre un pied à droite, un pied à gauche, puis devant, puis sauter comme ça. Sinon, ils ont une montée d'angoisse. Un festival d'absurdité, ça s'appelle le symptôme. Le symptôme, il est trompeur. Il se fait passer pour. Le symptôme, c'est un simulacre. Vous avez les grandes hystériques du début du XXe siècle, étudiées d'abord par Charcot, puis ensuite par Freud, qui présentent les symptômes de maladies organiques, alors qu'elles n'ont pas, il n'y a pas de lésion de leurs membres. Par exemple, une femme dit qu'elle a une main paralysée, d'ailleurs, elle a une contracture, elle marche comme ça. Le bras n'a rien, c'est dans la tête. Vous avez une femme qui dit qu'elle de temps en temps, sa vue se voile, elle ne voit plus rien, l'œil n'a rien. Le symptôme se fait passer pour une maladie organique. Il simule une maladie organique, et ce n'en est pas une. C'est pour ça que les médecins voyaient bien qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de trouble organique, et avaient fini par dire des hystériques que ce sont des comédiennes. On les appelait des comédiennes. Elles jouent la comédie, elles simulent. En fait, ce n'est pas elles qui simulaient. Elles n'étaient pas des simulatrices, mais il y avait en elles un processus qui faisait que quelque chose se disait sous la forme d'une simulation. Ce que je viens de vous dire à propos de la relation entre le moi et l'anima, c'est le moteur du phénomène ovni, mais dans la relation, cette fois non plus entre le moi et l'anima, mais entre le moi et quelque chose d'autre, qu'on appelle le soi. Et là, on quitte le terrain complètement de la science, et on aborde le vrai terrain de l'ufologie, qui est le terrain de la spiritualité et de la métaphysique. Je vous ai dit qu'il y avait une bonne raison de penser que le monde que l'on perçoit, c'est comme un rêve collectif qui se matérialise sous l'effet des intentions. Le soi, il est hors du temps. C'est une partie de nous-mêmes qui est voilée, qui est obscurcie, comme sous un épais brouillard. Parce que notre condition, la condition du moi,
c'est d'être mis dans le monde sous l'effet d'un oubli. Il peut exister, il existe, un conflit entre le soi et le moi. Quelque chose a été refoulé cette fois, donc, par le moi. Et ce quelque chose qui a été refoulé par le moi fait retour sous une forme insolite, trompeuse, masquée, en utilisant la grammaire de l'inconscient, c'est-à-dire en utilisant des métaphores, des rébus. Qu'est-ce qui a été refoulé? Quel est le contenu qui a été nié, au point même que certains parlent de forclusion, c'est-à-dire d'effacement complet? Ce qui a été oublié depuis 2 siècles à peu près, hein, c'est notre part spirituelle. Nous avons oublié notre rapport à la transcendance. Voilà ce que je soutiens. Et cette part transcendante, cette part spirituelle, cette part éternelle, elle fait retour dans les formes mêmes où s'est effectué cet oubli, puisque l'OVNI prend l'apparence d'un objet technologique. Il prend l'apparence d'une technologie, alors que ce n'est pas de la technologie. Et en même temps, dans le symptôme, il y a suffisamment d'absurdité et d'incohérence, parce que le symptôme, il nous dit aussi, ne me croyez pas, ne me croyez pas. Je ne suis pas paralysé, je ne suis pas aveugle, j'ai pas de... C'est pour ça que vous avez toujours, souvent dans les descriptions d'OVNI, l'élément qui... Ne me croyez pas, il y a l'élément qui cloche. Là où ça apparaît de manière gros comme une maison, c'est dans les RR3, justement. Vous avez toute une faune. Là, je lisais récemment OVNI en France de Georges Metz, un ouvrage d'un ufologue qui décrit comme ça des rencontres rapprochées. Alors, vous avez tout. Vous avez de l'OVNI sort... alors, il y a la menthe religieuse qui parle. Vous avez le fermier qui reçoit... qui voit un bonhomme qui a des yeux en forme de corbeau. En œuf de corbeau, en forme d'œuf de corbeau. Le cas d'un homme qui se bat en duel avec un ptérodactyle qui était sorti de l'OVNI. Autrement dit, on est là, on a des archétypes qui constituent le terrain inconscient. Cette part spirituelle, elle fait retour sous la forme d'une tromperie, d'une série de tromperies. Et pour déjouer ce qui se passe, il faut bien comprendre que ce qui s'exprime dans ce phénomène, dans ce retour du refoulé, c'est la part de nous qui est créatrice du monde. Parce que c'est l'ensemble, pour moi c'est l'ensemble des soi, qui collectivement, par son vouloir, produit le monde matériel, sa cohérence et sa pérennité, je dirais. Autrement dit, c'est comme une névrose, mais avec la partie créatrice de nous-mêmes. Une dame qui s'appelle Gita Malache, qui a publié un ouvrage qui s'appelle Dialogue avec l'ange. Nous donne de précieuses indications. C'est une dame qui a vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale des événements tragiques. Elle était avec des amis, 3 autres personnes qui ont été ensuite internées et qui sont morts en camp de concentration. C'est en 1943-44 que par l'intermédiaire d'une femme qui s'appelait Anna, qui est morte en camp de concentration, elles ont dialogué avec un ange. Enfin, en fait, c'était pas un ange. Un ange parlé par la bouche d'Anna, mais s'adressait à Gita, enfin à ces personnages, dialogue avec l'ange, qui dit à Gita à un moment donné, mais en parlant par la médiation d'Anna, tu es mon pareil, mais en plus dense. Tu es mon pareil, mais en plus dense. Et l'ange, en fait, son guide, sa part divine, lui explique un certain nombre de choses. Des choses qui sont très importantes parce qu'elles permettent de comprendre ce processus. À savoir que elle, Gita Malache, et elle le dira après aussi dans des entretiens sur YouTube, elle, Gita Malache, nous dit il y a bien l'anima, notre part animale. Nous avons une part divine, elle l'appelle l'ange, mais le divin, là, ne peut s'exprimer que par la pensée, n'est pas la parole. Il est dans le silence éternel de la pensée. Il nous connaît mieux que nous-mêmes, puisqu'en fait le moi procède du soi. Il sait à chaque seconde la moindre de nos pensées. La moindre de nos pensées. Mais entre l'anima, entre la part animale et l'ange, il y a l'homme. L'homme, il faut le remettre au centre de la création.
c'est très très proche de ce que disait Teilhard de Chardin. Il ne faut pas le décentrer. C'est le matérialisme qui l'a décentré. Connais-toi toi-même, hein, tu connaîtras l'univers et les dieux. Et ce que dit Gitana Malache, c'est que l'animal ne s'exprime que par le cri, douleur, plaisir. L'ange n'a pas la parole. S'il s'exprime, c'est par la médiation de médium, justement. Mais entre l'ange et l'homme, entre l'ange et l'animal, il y a l'homme, qui lui participe des deux. Participe de la matière, de l'anima, et participe de l'invisible, de l'ange, de soi. L'homme est un pont, un point d'intersection entre la matière et l'esprit. Et parce qu'il a la parole, qui participe des deux, signifiant et signifié, parce qu'il a la parole, l'homme est le porte-parole de la création. Ce que je viens de vous dire là, c'est une des clés. Une des clés de ces manifestations qui, depuis à peu près un siècle, hein, maintenant, enfin 70 ans en tout cas, intervient dans notre monde phénoménal sous des formes insolites pour nous rappeler que nous avons oublié notre connexion avec l'esprit. Voilà, je termine ici cette conférence. C'est une interprétation qui est difficile parce que ça n'a rien à voir avec des extraterrestres qui viennent dans des véhicules nous voir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des formes de vie ailleurs, hein. Mais en ce qui concerne la phénoménologie ovni, on est dans autre chose. On est dans le spirituel, on est dans le divin au sens où on fait référence à des êtres qui créent la vie, qui créent le monde. Moi, c'est ce que je vous dis là, je l'exprime, c'est filmé, je ne veux plus communiquer sur ces sujets. D'une part parce que je pense qu'il y a ensuite une voie qui est purement personnelle vis-à-vis de ce phénomène. C'est personnel au sens où il met en jeu notre place à chacun d'entre nous sur cette terre. Parce que la vraie voie, la voie royale, c'est ce qui est décrit par les expérienceurs dans les NDE. Et je pense aussi parce que il est difficile de parler de ces sujets qui ouvrent vraiment au domaine de la transcendance. Donc moi, c'est la dernière fois que j'interviens sur ce sujet. Je ne veux pas heurter ceux qui ne partagent pas cette vision des choses. En tout cas, moi, c'est vers ça que ça m'amène. Et je continuerai sur cette route. Voilà, je vous remercie. Merci Philippe d'avoir fait un si bon usage de la parole, qui est notre prérogative. On peut se prendre un temps de questions-réponses ou pas, hein? Voilà, parce que tu as dit donc en atteignant le niveau le plus bas d'information, on atteint à la fois le plus élevé. Ça m'intéresse que tu creuses un peu cet aspect-là, parce que ça me fait penser à la méditation. Bien sûr, dans la méditation, on arrête le cheminement réflexif, la pensée, mais on arrive à une conscience d'être. Est-ce que c'est ça le niveau le plus bas, le niveau d'information? Il n'y a que la conscience d'être finalement. Voilà, conscience-information, c'est le plus bas, c'est-à-dire que quand on est encore dans une physique de la matière, il y a les atomes, les quarks, tu peux toujours essayer d'aller plus bas, au plus élémentaire. Mais là, quand tu atteins le niveau de la conscience et de l'information, il n'y a pas plus élémentaire. En tout cas, en termes de physique, ou de métaphysique d'ailleurs. Mais ça nous fait atteindre le point le plus haut, parce que regarde, jusqu'où ça nous fait remonter, jusqu'au soi, jusqu'au divin en nous. C'est dans ce sens-là, je le dis. Et est-ce que c'est pas aussi la marque du changement de paradigme et puis aussi de la différence de vue de l'Occident et de l'Orient? Parce que Descartes, lui, il s'arrêtait à « je pense, donc je suis », donc il considérait qu'il n'y avait rien en amont de la pensée. Alors que les orientaux nous disent « je suis ». Dans les Védas, il y a d'abord cette conscience d'être, et donc c'est « je suis, donc je pense ». On est dans cette vision... Descartes, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais moi je tiens à réhabiliter un peu Descartes, parce que d'une part, il n'est pas tombé dans le piège du réductionnisme absolu, c'est-à-dire que sa théorie des animaux, elle est fausse, il y a une conscience dans le monde animal, mais lui, il aurait pu très bien dire, comme certains neurobiologistes aujourd'hui, tout est mécanique. Il a compris qu'il y avait une liberté humaine. Bon, il a exclu les animaux de la conscience, mais encore une fois, il a bien senti que il y avait en l'homme quelque chose qui n'est pas réductible au mécanisme. D'autre part, le « je pense donc je suis » a été remis en question, réfuté par la philosophie, au XXe siècle, notamment par un courant qui s'appelle la phénoménologie, qui est le courant philosophique le plus important du XXe siècle, qui considère qu'on ne peut pas penser
une pensée vide, justement. Parce que chez Descartes fait ce qu'on appelle l'hypothèse du doute. Il remet en question toutes nos perceptions, toutes nos vérités, et il dit, quand je remets tout en question, il reste quelque chose, l'acte même de douter. C'est comme si la conscience se trouvait face à elle-même, mais dans la nudité de son aperception. Ça, les philosophes l'ont remis en question parce que l'idée, c'est que la conscience ne vit que dans et par l'information, peut-être dans et par son vouloir. L'information et la conscience, c'est la même chose, en fait. Voilà. Quelle différence, vous faites, entre une veste et son tissu? En même temps, la veste a une forme. Mais, voilà, être conscient, c'est toujours être conscient de quelque chose. Donc, par conséquent, le cogito en philosophie, ça n'a presque qu'une valeur historique, quoi, hein, plus philosophique. Voilà, j'ai oublié ta question, tu veux? Oui, bah si, tu réhabilites Descartes. Moi, je disais que Descartes s'était arrêté, voilà. je pense, donc je suis, oui. Considérant qu'il n'y avait rien en amont de la pensée. Alors, absolument, mais ceci dit, Descartes, et pour l'époque, c'était courageux, Descartes a soutenu l'idée que nous avons tous en nous la marque de quelque chose qui est au-delà de nous. Il dit, nous avons tous en nous la marque de l'infini, qu'il appelle Dieu. Ah, il ne parle pas du soi, il parle pas... Mais en nous, nous avons quelque chose de transcendant. C'est sa fameuse preuve de l'existence de Dieu. Mais il y a ça chez Descartes. Descartes n'est pas cartésien. Enfin, on a l'idée de Descartes comme quelqu'un qui... le gros bourrin, quoi. Gros bourrin, 2 et 2 égale. Non, c'est pas ça. C'est une pensée beaucoup plus fine, hein, chez Descartes. Et il y a cette idée que la transcendance, elle est en nous. Puisque vous l'avez compris, dans ce que je vous ai dit, l'interface entre nous et ce qui se manifeste dans le phénomène ovni, l'interface, la porte des étoiles, hein, c'est l'inconscient. Alors, profitez de la présence de Philippe qui va cesser de s'exprimer sur ces sujets. Ah ben c'est la dernière. Il y a encore ce soir, mais profitez-en, donc si vous avez des questions. Peut-être que vous voulez peut-être faire une pause, je sais pas. On attend que tu fais la pause de très. Oui, après on va déjeuner. Hein. Philippe, j'aurais une question à poser. Est-ce que tu as une idée de la manière dont s'y prend donc le soi pour pervertir et inverser à ce point-là les lois de notre réalité, entre guillemets? Alors, moi j'ai comme point d'appui théorique là, ce que nous apprend la psychanalyse sur la distorsion du sens. Ce qu'on appelle un symptôme, c'est un compromis. Lorsqu'un contenu est refoulé, par exemple, je sais pas moi, le désir incestueux d'une fille pour son père, hein, c'est un exemple. Ce désir-là, il peut s'exprimer de nouveau à la conscience en prenant le corps comme théâtre. Le corps, ça peut être, je sais pas, mais une éruption cutanée. Il peut prendre aussi comme support un comportement, hein, le claquement de langue. Il peut prendre comme support des jeux de mots, qui sont de véritables rébus, mais qui sont joués. Je prends toujours l'exemple de cette femme qui a comme symptôme, elle veut se faire un nouveau-né, elle va voir un chirurgien, mais elle n'est pas contente, elle fait un procès contre lui. Elle n'est pas contente parce qu'en fait, elle a un conflit avec le chirurgien. Hein. Et ce conflit, elle l'a avec les autres chirurgiens aussi. Elle se fait 5 fois faire un nouveau-né, et à chaque fois, elle n'est pas donc contente, et elle porte plainte en disant qu'il y a malfaçon. Et en fait, pour un psychanalyste, derrière cette répétition, il y a quelque chose de suspect. Il y a peut-être même du refoulé derrière. Et ce refoulé, ben, l'inconscient, il fonctionne comme ça. C'est l'expression du désir d'un nouveau-né, mais d'un bébé, quoi. Hein. Alors vous allez trouver ça minus, peut-être, mais c'est comme ça que l'inconscient, il fonctionne. C'est-à-dire par rébut. Parce que la pensée par image, c'est la forme archaïque de la pensée. Après, il y a la pensée par concept. Hein. L'inconscient, il fonctionne par rébut. Et les RR3, mais même les RR4 aussi, hein, ce sont des rêves qui se matérialisent. Strictement. Qui ont tout de la grammaire de l'inconscient. Et le moteur, là je vais répondre à ta question, le moteur de ces mises en scène, c'est un phénomène très connu qu'on appelle le déplacement. Ce qu'on appelle un déplacement, c'est dire un mot pour un autre. On déplace le vrai sujet d'un rêve ou d'un discours parce qu'il est masqué. Mais en vérité, c'est là où ça se joue. Le phénomène ovni, en tout cas dans les rencontres, hein, utilise, mais de manière manifeste, globale, massive, la grammaire de l'inconscient. Et c'est pour ça que
moi j'étais très gêné quand je soutenais l'hypothèse d'une conscience exogène. Parce que je me dis, mais comment? Alors d'accord, il y a des consciences qui se baladent dans l'univers, elles se connectent à notre conscience et elles utilisent des images. Mais là, ça allait plus loin que des images. C'était la logique même de fonctionnement de notre esprit. La logique même. La proximité était tellement grande que on ne pouvait pas en rester à l'extériorité. Mais attention, le soi, c'est une partie de l'appareil psychique, mais c'est pareil qu'avec l'anima. En même temps, il y a aussi une différence, puisque le symptôme, il se présente toujours comme étranger, comme quelque chose qui fait éruption on ne sait où. Alors qu'en fait, il est produit par une partie de nous-mêmes. Le soi, c'est une partie de nous-mêmes, et en même temps, c'est pas entièrement le moi. Le moi, il procède du soi, mais cette part divine qu'on a en nous, elle nous est voilée. Et là où, à mon avis, là où quelque chose nous est restitué de l'oubli, c'est dans les NDE, les expériences de mort. C'est là où tout se joue. C'est le lieu de la transcendance, quoi. Alors, j'ai pas parlé du chamanisme, mais dans ce schéma, dans ce modèle que je propose, l'inconscient, il est perméable. C'est pas une barrière infranchissable. Lorsque un sujet est soumis à des états modifiés de conscience, cette barrière qui semble tellement imperméable entre le moi et le soi, elle s'ouvre un petit peu. Dans les expériences chamaniques, dans les NDE c'est encore autre chose, mais les états modifiés de conscience sont une porte vers quelque chose qui est voilé en nous et qui s'exprime sous la forme du symptôme dans le phénomène. Voilà la thèse que je soutiens. Porte de la perception. Tout à fait. On a une question de Thierry. Oui. Alors, si j'ai bien compris, donc le phénomène ovni serait une manifestation de la transcendance d'un collectif. Oui, absolument, mais matériel. Oui. Et pourquoi sous forme technologique? Parce que, voilà, très intéressante votre question. Une des naïvetés qui a été la mienne, mais je pense que c'est une naïveté qui est compréhensible, qui a été la mienne, qui est celle de beaucoup de gens, et qui est compréhensible, c'est de penser que le progrès technologique va de pair avec un progrès moral, avec une sagesse, comme on dit. C'est-à-dire qu'une civilisation progresserait de manière parallèle, en même temps, sur un plan moral et sur un plan technologique. Rien n'est plus faux que de croire ça. Ce que nous apprend la philosophie, l'histoire des sciences, ce que nous apprend la réflexion depuis 2 millénaires, c'est que l'un se fait nécessairement, là je pèse mes mots, au détriment de l'autre. Quand une civilisation commence à maîtriser par la technologie son rapport à la matière, le rapport qu'elle a à son propre monde, il y a, de manière quasi mécanique, quasi automatique, un abaissement de la spiritualité, une déconnexion avec le soi, une déconnexion avec sa part spirituelle. Parce que la technologie, là je vais reprendre une célèbre formule du biologiste Jean Rostand, la technologie, elle nous donne l'illusion d'être des dieux avant même que nous ne méritions d'être des hommes, dit Jean Rostand. Je trouve que cette phrase elle est magnifique. Par conséquent, le phénomène ovni, dans sa symptomatologie, il a pris comme support quelque chose qui est un de nos rêves les plus chers, qui est ancré vraiment en nous. Je veux dire, moi j'ai pleuré, et j'ai dû voir 60 ou 75 fois, enfin beaucoup de fois en tout cas, le film Rencontre du troisième type, de Spielberg. C'est un film, je le revois, je ne peux pas m'empêcher, notamment à la fin, j'aurais tout donné moi, pour être Neri, là, vous savez, celui qui s'embarque dans la soucoupe à la fin. C'est un rêve qui est inscrit dans la conscience collective du moi, d'être capable de supplanter, de dépasser les écarts gigantesques entre les mondes, enfin entre les astres, et de voyager dans l'univers. Le problème, c'est que le symptôme a joué sur ce rêve. Nous l'avons nous-mêmes entretenu, ce symptôme, parce qu'on veut y croire. C'est très violent de penser, je ne dis pas que nous soyons seuls dans l'univers,
mais de penser que les distances sont tellement gigantesques que on est sur notre planète et difficile d'imaginer qu'on puisse en sortir pour aller rencontrer d'autres espèces. Mais c'est notre transcendance là qui utilise le levier du rêve parce que la fonction du symptôme c'est de nous tromper. Pourquoi il nous trompe? C'est pas parce qu'il est méchant. C'est parce que quand quelque chose est refoulé, quand quelque chose n'est pas audible, le meilleur moyen de se manifester, c'est de se manifester masqué. Sinon, ça ne se manifeste pas du tout. Il n'y a jamais eu autant de rejet du divin, de la religion, ou alors, ce soit rejet, soit travestissement du contenu de la religion. Mais en tous les cas, comme l'oubli, c'est un rejet, cet oubli ne peut faire retour que s'il est mais, complètement crypté. C'est ça le symptôme. Hein. Un symptôme, c'est quelque chose qui est crypté. Parfois surcrypté d'ailleurs. Et cette spiritualité, notre part divine, ne peut faire retour que sous ces conditions-là. Je dirais presque que c'est l'intérêt pour le collectif de conscience que le symptôme soit crypté, et dès qu'on le décrypte, on touche au refoulé. On touche au refoulé. Moi, je connais des lieux, des situations, des gens où parler de transcendance, ça agresse. Ça met en danger. Dans ces conditions-là, il ne faut pas agresser, il faut masquer. Le moteur, il est là. Il est dans la force de cet oubli. Est-ce qu'on peut dire que le symptôme fait symbole, avec cette même racine, justement, le sim, oui. bol, qui est le contraire de diabole, donc tout qui sépare, le symbole rassemble. Est-ce que le symptôme fait symbole? Le symptôme, lui, il ne rassemble pas. Il est dans la séparation. Oui, il est là pour nous rappeler, justement, ce lien. Tout à fait. Mais il nous le rappelle à travers une voie qui est la voie de la division. Puisqu'il y a d'autres manières de rappeler. Hein. Là, le symptôme, lui, c'est la voie de la division. Diabolos, ce qui divise, hein, par opposition à symbolos, hein, c'est ce qui réunit, hein, les deux pièces qu'on réunit. Le symptôme s'offre comme quelque chose d'absolument inexplicable. C'est bien ça ce qui se passe dans le phénomène d'avenir. Cours après moi. Essaye de m'attraper si tu peux. C'est ça le symptôme. C'est-à-dire que tu n'arriveras pas à comprendre qui je suis. Parce que c'est le masque, c'est la voix du diable, le symptôme. Hein. La manière de déjouer, de désamorcer le symptôme, c'est justement d'emprunter ces autres voies. Comme soit l'expérience, je ne sais pas moi, de la méditation, l'expérience du chamanisme, l'expérience d'une vie spirituelle. Si on veut affronter de plein fouet le symptôme, on affronte une fantasmagorie qui est on affronte nos cauchemars et nos rêves, mais c'est vraiment un miroir aux animaux. Oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres symptômes que le phénomène ovni? Oui, absolument. Absolument. Le phénomène ovni, c'est un symptôme qui n'a de sens que dans le matérialisme, hein, qui est ce que j'ai oublié de dire, hein, mais je réponds à votre question. Hein, c'est que les trois foyers où le symptôme c'est le plus mis en scène, si on peut dire, hein, concerne trois grandes peurs de notre collectif. D'abord, il a exalté le merveilleux technologique et notre rêve de voyage dans l'espace, de rencontrer d'autres civilisations. Et ça, il l'a exploité à fond, hein, si je peux dire. Mais il a aussi mis en scène, incarné, matérialisé trois grandes angoisses collectives. D'abord, la peur du nucléaire. C'est majoritaire. Hein. Il y a vraiment eu beaucoup de cas de survol d'OVNI. Hein. Certains ne sont pas connus, d'ailleurs. Ensuite, il y a tous ces contactés qui reçoivent des messages d'amour, de paix. Ça, on aurait dû y penser. Hein. Qui deviennent plus mystiques que les mystiques. Et qui disent tous, mais il faut protéger la Terre, protéger l'environnement. Ils reçoivent ce message. Et là, c'est par rapport aux peurs environnementales, qui représentent un vrai danger, on le sait. Hein. Et moi, j'interprète maintenant, ça me paraît de plus en plus clair, hein, les abductions, les récits d'abduction qui ont commencé aux États-Unis à la fin des années 70, avec des scènes qui revenaient de manière invariable, des scénarios très 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 proches, hein, de personnes qui se disaient sujettes, enlevées donc, hein, sujettes à des manipulations génétiques, on parlait même d'hybridation, un travail sur leur génome. Moi je mets ça avec l'angoisse
du transhumanisme et des manipulations génétiques qu'on est capable maintenant de faire à bas coût. Hein, on est capable de toucher au génome. Oui. Les cas de femmes qui vivent réellement le fait d'être comme enceinte pendant quelques jours, quelques semaines, et après la petite fœtus, et qui vivent ça de façon récurrente. Moi, je le rattache à cette problématique. Il est bien, mais par rapport au mot réellement, c'est réel. C'est-à-dire que au sens où c'est matériel. C'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que sinon, vous allez être encore une fois, dans l'idée que je parle d'hallucination. Ce qui se manifeste dans le phénomène ovni, c'est la source même de notre monde. La source même de notre monde. C'est ce qui produit notre monde matériel. Je veux dire par là qu'il n'y a que des êtres, il n'y a que cette partie de nous-mêmes qui produit le monde matériel, qui pouvait à ce point en subvertir les lois de cette manière. Le phénomène ovni touche aux lois les plus intimes. Je ne parle pas uniquement des accélérations, des choses comme ça. C'est notre monde. Tout peut arriver dans le phénomène. Des choses que notre science ne permet pas de penser. Parce que ce qui est à la source de ce phénomène, c'est ce qui produit par son vouloir collectif notre monde. Donc le phénomène ovni, il touche aux origines de notre monde, aux dieux, comme dit Kills. Là, ceci pris que les dieux, c'est nous, quoi. Et on ne le sait pas. Il touche à la vie et à la mort, puisqu'on va voir que ce phénomène, il a un lien direct avec ce qui se décrit dans les NDE. Et il touche à la place, au sens, à la fonction de notre existence sur Terre. C'est-à-dire qu'on est c'est bien loin de la simple question extraterrestre. On est vraiment en pleine métaphysique. Le phénomène ovni peut prendre comme appui des fantasmes, des peurs individuelles ou collectives. Moi, j'ai eu le récit, je suis en contact avec dans le cadre du laboratoire Émile Michel avec des ufologues qui m'envoient des cas. Là, il y a le cas d'une femme, une dame, Jacqueline, c'est pas son vrai prénom. Hein. C'est un cas qui se déroule en ce moment, hein, qui reçoit périodiquement chez elle, elle vit seule, hein, la visite d'un espèce de diable, d'un être qui a une forme diabolique. Hein. Elle dit, elle est dans son lit, ce diable arrive, lui met sa langue de lézard, il ressemble à un diable lézard, hein, dans sa propre bouche. Elle sent sa peau visqueuse et froide, et puis ensuite il prend une espèce de petite pointe, là, comme une aiguille, et il la plante sur son gros orteil. Bon, il y a un contenu inconscient et sexuel, mais c'est gros comme une maison, quoi. Hein. Mais c'est réel, au sens où c'est matériel. Parce qu'on est dans le phénomène du retour du refoulé, mais non pas entre le moi et l'anima, mais entre le moi et le soi. Donc c'est réel. Et après, voilà, il faut voir qu'est-ce qui s'exprime derrière aussi. Et là, on est dans un contenu inconscient qui s'exprime. Voilà. Ça doit être violent, ce que je vous dis. Oui. Donc en autre symptôme, autre, c'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas des choses justement aujourd'hui qui ne sont pas catégorisées dans le phénomène ovni, qui, au vu de effectivement de cette théorie, de cette explication possible, quelque part pourraient faire partie de la même famille? Oui, tout à fait. Il y a eu plus d'1 million, si on croit les historiens, plus d'1 million de témoignages du diable au Moyen-Âge. On est dans quelque chose de similaire. Les apparitions mariales. Gilles Pinault, dans un ouvrage qui s'appelle Fatima, un ovni pas comme les autres, hein, a soutenu qu'en 1917, ce qui s'est passé à Fatima, c'était presque un passage de flambeau symbolique. On passait de la figure de la Vierge à la figure de l'ovni, avec la danse du soleil. Bon, il y a eu d'autres apparitions mariales après, hein, Fatima. Mais c'est vrai que Fatima, c'est très important. Il y a quelque chose de fondateur dans ce qui s'est passé. Hein. Je vous rappelle que Fatima, c'est 1917. Ça jouxte, c'est contigu à la révolution russe, la révolution d'octobre. Dans le deuxième secret de Fatima, en tout cas rapporté comme tel, hein, la petite bergère, enfin, dit que la Vierge lui a dit que la Sainte Russie allait sortir pendant 70 ans du giron de l'Église. Hein. Et ça, le message, il n'est pas dit à Moscou. Il est dit dans le pays qui a la plus haute spiritualité en Europe, le Portugal. Ça fait sens. Donc bien sûr que les figures, elles sont extrêmement variées. L'OVNI, c'est l'exploitation d'un archétype, l'archétype technologique. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va peut-être arrêter.
Est-ce qu'on peut interpréter ce phénomène ovni comme un phénomène dans la matière purement non causal? C'est-à-dire qui a été créé totalement par la non-causalité. Et donc justement, l'interprétation bizarre qu'on peut avoir, c'est parce qu'on n'a pas l'illusion de la causalité. Alors que tout ce qu'on voit continuellement dans la matière, on a l'illusion de la causalité qui est créée du passé vers le présent. Alors que là, c'est un phénomène qui vient carrément du futur vers le présent. Vous voyez. Ah, mais et donc là, ça fait un bug chez nous, parce qu'on a du mal à l'interpréter. oui, mais d'ailleurs, le temps, je vais vous raconter, je vais essayer d'être bref. Hein. Un des témoignages que j'ai beaucoup étudié, j'ai même lu le livre qu'il a écrit après, c'est le témoignage de celui qu'on considère comme le premier grand contacté français, Pierre Monet. On est en 1954, en pleine vague française de 54. Lui, il a 19 ans, il rentre de raccompagner sa copine, il habite un village dans le centre de la France, je ne me rappelle plus le nom du village. Hein. Il est minuit, 1h du matin, il est à vélo. Là, il dit, j'ai eu le sentiment que tout s'arrêtait. Tout s'arrêtait autour de moi. Plus un bruit, plus un mouvement. Vous savez comment on nomme ce phénomène, hein? On a parlé, suite à l'expression d'une écrivaine dont le nom m'échappe aussi, de facteur Oz. Là, vous voyez, c'est le temps vécu. Dans le cas du facteur Oz, c'est comme si quelque chose était capable de désolidariser la conscience de l'information. Le temps s'arrête. Alors moi, je m'étais dit, mais ils sont vachement forts, hein, les extraterrestres. Ils sont capables de séparer la conscience de l'information et de son balayage de l'information qui lui donne la perception du temps. Alors oui, mais à part que ce n'est pas des extraterrestres, c'est même pas une conscience exogène, hein, c'est une partie de nous. C'est le soi, c'est ce guide qui contrôle le propre rapport qu'on a au disque dur, si vous voulez, quoi. Donc je reviens sur ce que je vous ai dit là. Pierre Monet, lui, dit le temps semble s'être arrêté. Et là, dit-il, je ne sais pas pourquoi, sans y penser, je me dirige vers une carrière en contrebas. Je n'avais pas décidé, mais c'était naturel, comme si quelque chose avait pris possession de moi. C'est une possession si on veut, mais est-ce qu'on peut dire que lorsque notre corps agit, il prend possession de nous? Ben là, posez-vous la question, cette fois dans la relation entre le soi et le moi. Il dit, mais voilà, je suis allé, je ne sais pas pourquoi, mais je suis allé Et là, dans cette carrière, il dit, je vois la belle secoupe, et trois hommes blonds, il dit pas c'est des Vénusiens, il dit les trois blonds, ils avaient les pieds nus, ils avaient un juste corps très moulé, très brillant, ils étaient très souriants. Ils m'ont pas parlé avec leur voix, dit-il, ils me parlaient dans la tête. Je ne sais pas comment ils faisaient, mais ils connaissaient mes mots. Et dans ma tête, ils me disaient, ne crains rien, on est là, on voulait te saluer. Et ils lui transmettent un message d'ordre spirituel. Et Pierre Monet va écrire un ouvrage, je l'ai lu, hein, cet ouvrage, ma rencontre avec les extraterrestres, où il dit, ce que m'ont appris ces visiteurs, c'est que l'esprit peut tout. Que l'esprit peut tout parce que tout est esprit. Pierre Monet écrit ça, dans cet ouvrage. Et il dit que c'est le message que... Ah oui, puis il parle de l'amour aussi. Enfin, il a un message plus mystique que n'importe quel mystique, quoi. Il avait une vingtaine d'années. Sa formation ne le prédisposait pas à tenir de tels écrits. Mais il dit, voilà, je recevais tout dans ma tête. Et parfois, l'information allait très vite, très vite. Il recevait même tellement d'informations dans sa tête qu'il n'arrivait pas à tout capter. Exactement comme certains expérienceurs disent que lors des NDE, ils ont accès à une information très importante qu'ils n'arrivent pas à capter parce qu'elle est surabondante. C'est vraiment la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'ils atteignent le soi, ils sont en connexion avec le soi, qui lui est situé dans un éternel présent où toute l'information est simultanément donnée puisqu'il n'y a plus de temps. Voilà. Enfin, tout se recoupe. Quoi. C'est un peu les apparitions bibliques d'anges, Gabriel, etc. Oui. À ceci près que l'ange, c'est un archétype. Hein. En vérité, dans le monde du soi, il n'y a pas d'ange. L'ange, c'est un archétype comme le diable, hein, comme le démon. Pour décrire un personnage. Quoi. Voilà, parce qu'on rentre dans le monde de l'invisible. Marielle, tu voulais poser une question ?
une question. Moi, je voulais juste simplement dire que cette approche, je la trouve... Voilà, je vais vous parler très franchement. J'aurais été à votre place il y a un an de ça, j'aurais entendu un gars dire ce que je viens de vous dire, j'aurais été très en colère contre le conférencier. J'aurais été très agressif. J'aurais dit, mais c'est quoi ces conneries? Et j'ai pas envie d'agresser. Les gens, j'ai pas envie de... je pense qu'en plus, on peut pas toucher au refoulé comme ça, quoi. C'est pour ça que moi je vais me taire. Il y a des choses... Ce que je vous ai dit là, c'est en grande partie le contenu de ce qu'on appelle la pensée ésotérique. C'est-à-dire la pensée cachée qui s'est transmise de génération en génération, si je puis dire, de siècle en siècle. Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui puisse être ouvert au public. Je vais te donner mon avis là-dessus. Je pense qu'au contraire, en dévoilant ce type de pensée, tu risques de crédibiliser l'ufologie, mais pas l'ufologie au sens où la prennent les ufologues, mais tu risques de crédibiliser la problématique des ovnis aux yeux des scientifiques et après du grand public. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas te faire taper dessus par les ufologues, et ce n'est pas du tout un problème, c'est même plutôt quelque chose de positif dans la mesure où tu vas leur donner l'impression qu'ils perdent quelque chose que tu es en train de rendre au champ de la science. Donc à mon sens, le travail énorme que tu fais, qui consiste à enlever cette problématique ovni du champ ufologique qui la restreint trop à un point de vue matérialiste, et à la ramener dans le champ de la science, c'est quelque chose d'absolument excellent, et que pour cette raison-là, tu devrais continuer à faire ce genre d'intervention. Moi je pense aussi à Philippe Sollal, franchement, je pense aussi. Franchement. Ouais. Personne n'est en colère en tout cas. Non, pas vous, parce que vous êtes des gens bien élevés et ouverts. C'est violent, vous savez, je rêve un joujou là. Enfin, on jouait. Moi, j'ai été très très malheureux ce que je vous ai dit là, pour moi, c'est lourd à digérer. C'est là où j'ai compris à quel point je tenais à ce que les manifestations d'OVNI soient celles d'entités extraterrestres venues à bord de vaisseaux avec un carburant que vous ne connaissez pas, une nouvelle énergie. Pour moi, si je vous ai dit, c'est rencontre du troisième type, hein, mon truc, c'est ça. Et là, je veux dire, moi, je viens de... Mon parcours, c'est que j'ai été athée, mais athée militant. Matérialiste comme jamais vous pouvez l'imaginer, quoi. Darwinien jusqu'au bout des ongles. Il n'y avait pas plus matérialiste que moi. Là, je suis en train de vous parler de divinité, de transcendance, du choix. Il y a le croc qui est fou, là. Ben voilà, j'en suis là. Oui, c'est parce que c'était effectivement de vocabulaire, juste. C'est parce qu'il faut peut-être réinventer les mots. Peut-être. Comme grille d'analyse. Grille d'analyse. Et ce que tu as dit, il faut savoir, j'en parlerai un peu tout à l'heure, comment dire, ça rentre en concordance, c'est ça qui est important de comprendre, ça rentre en concordance avec beaucoup de choses qui remontent du terrain. Parce que construire un modèle, c'est une chose, mais on peut le construire d'un point de vue purement théorique et conceptuel. Mais il est très important de l'articuler sur des informations qui remontent du terrain, c'est-à-dire des récits qui nous sont faits. Or, je peux confirmer que dans l'analyse qu'on peut faire de beaucoup de ces récits, ça rentre en complète concordance avec ce que Oui, tout à fait, franchement, tout à fait. Moi, ça me fait plaisir ce que tu dis, parce qu'encore une fois, tu as vu le temps que j'ai mis dans mon cheminement, hein, vraiment, je suis allé dans des voies de garage. Hein. Il y a encore peu de temps, je parlais toujours de conscience exogène, je le rappelle, alors que c'est plus compliqué. Le soi est à la fois extérieur et en même temps immanent. Il faut dépasser ces catégories. Hein. Vous voyez, il y a 2 jours de ça, on est en Belgique, là. En France, il y a eu la rediffusion sur une chaîne du film La prophétie des ombres, à propos de l'ouvrage de John Keel, vous savez, les événements de Point Pleasant. John Keel, il dit, mais je pensais à des choses, et des entités extraterrestres savaient au moment où je les pensais, savaient ce que je pensais. Il recevait des coups de fil. À un moment donné, il est au téléphone avec une entité qui dit « Dis-moi ce que je suis en train de lire. » Et là, l'entité lui lit la phrase qu'il est en train de lire. Il y a plein d'éléments dans ce film. Quand on n'a pas la grille de lecture que je viens de développer, on ne peut pas comprendre. Et maintenant, moi, je comprends a posteriori des choses comme la connexion entre
John Case, non, Casey, vous savez, là, ce médium, Edgar, voilà, Casey, qui soignait, et il recevait de l'information, il ne sait pas d'où, quoi, il était capable de soigner les gens. Ou bien un gars qui est peu connu, qui s'appelle Augustin Lesage, un mineur, il travaillait dans les mines, il s'est mis à peindre, il entendait une voix qui lui disait exactement où est-ce qu'il fallait peindre. On a là des cas qui peuvent s'éclairer uniquement si on admet, si on comprend que nous ne sommes pas doubles. Il y a une part en nous qui est voilée. Il y a une part en nous qui est éternelle. Voilà. Vous vouliez... Non, je voulais intervenir aussi en disant que la théorie est tellement intéressante que par extrapolation, moi je pense qu'on peut, en sortant du cadre évidemment simplement des ovnis, dire que des messages comme envoyés par le soi pour donner une information qui n'est pas consciente à un individu, puisqu'il s'agit bien ici de rappeler que notre part spirituelle, on ne s'en préoccupe plus donc de nous. Je pense, moi personnellement, je ne sais pas si vous me suivrez, que des messages qui sont envoyés aussi de façon individuelle aux gens, c'est aussi à travers la maladie, puisqu'on est aussi dans le symptôme. Je pense qu'on peut rapprocher à ça aussi. La maladie étant un message envoyé par le soi, l'inconscient, pour dire que vous avez oublié ou corrompu quelque chose chez vous. Ah mais là je suis à 100%. Voilà. Là, moi, la maladie comme un signal, comme une alerte. Hein. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Merci.